Bonsoir à tous pour cette conférence qui va nous être présentée par le professeur Carré, qui est un cardiologue au CHU de Pontchaillou. Il se présentera lui-même tout à l'heure. Alors, cette conférence a été organisée par les associations de parents d'élèves de 3 établissements, enfin qui maintenant n'en font plus qu'un, c'est-à-dire l'Assomption, Jeanne d'Arc, à la fois l'école et le lycée. Alors, on a quand même bénéficié de l'aide de l'Appel 35, il faut quand même les remercier, et de Luxel. Alors, au cours de cette présentation, vous allez avoir donc l'intervention du professeur Carré, bien sûr. Ensuite, vous allez avoir pendant au maximum une dizaine de minutes une petite présentation dont vous n'avez pas du tout parlé auparavant, mais des enseignants d'EPS qui, en tout début d'année scolaire, ont fait un test de conditions physiques auprès des élèves. C'est tout à fait dans le sujet. Et bon, on aura la surprise au cours de leur présentation pour savoir est-ce qu'il faut vraiment inciter les enfants à se bouger ou pas, est-ce qu'ils en ont besoin ou pas dans l'état où ils sont aujourd'hui. Et puis ensuite, questions-réponses, on espère que vous aurez des questions. Donc, le professeur Carré et les enseignants d'EPS seront là pour vous répondre. Je laisse la parole au professeur Carré. Bien, merci beaucoup. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Quelques mots pour me présenter. Moi, je suis donc François Carré. Je suis cardiologue et médecin du sport. Et en fait, ça ne fait qu'un peu plus de 30 ans que je me bats contre l'inactivité physique et la sédentarité. Au départ, je me battais pour les bienfaits de l'activité physique chez les malades, parce que les cardiologues, on a été les précurseurs, en fait, dans ce domaine. 1953, vous voyez, ça date pas d'hier. Premier papier publié, 1953. Qui montre que les chauffeurs de bus à Londres, les bus impériaux à l'Impérial, vous savez, les rouges là, avec l'escalier dedans, avec l'étage, les chauffeurs faisaient plus d'infarctus que les contrôleurs, qui montaient sans arrêt les marches pour aller poinçonner les tickets. Et surtout, deuxième point, que ces infarctus étaient plus graves avec une mortalité plus importante dans les 3 premiers jours. C'est de là qu'est parti le fait que les cardiologues utilisent l'activité physique depuis longtemps pour leurs malades. Puis malheureusement, vous allez le voir, les choses ont un petit peu empiré, parce qu'on est devenu de moins en moins actifs. Et par contre, le point positif, c'est qu'il y a des tas d'autres disciplines, toutes pratiquement en médecine, qui ont pris conscience des bienfaits de l'activité physique. Alors dans ce que je vais vous dire, il y a beaucoup de choses qui vont vous démoraliser, j'aime vous le dire à l'avance, qui vont peut-être vous faire peur. Moi, je suis un grand optimiste, parce que si je n'y croyais pas, il y a longtemps que j'aurais rendu mon tablier. Parce qu'en fait, il suffirait pas grand-chose pour que ça change. Alors, pas grand-chose à l'échelle d'un lycée ou de 3 structures comme les vôtres, c'est vraiment pas grand-chose. Au niveau d'un pays, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué, puis on va voir un petit peu pourquoi, et on pourra en parler si vous voulez dans les questions-réponses. Donc d'emblée, il faut regarder les choses en face. Vis-à-vis de l'inactivité physique et de la sédentarité, on est en face d'un véritable tsunami sociétal dont personne n'a conscience. Les gens le disent bien, régulièrement, mais ça s'arrête là. Ça, c'est ce que dit Yannick Guillaudeau, qui est un bon copain à moi, qui est rhumatologue à Brest et qui se bat aussi comme moi. Et je crois aujourd'hui qu'on est vis-à-vis de l'inactivité physique et de la sédentarité et des dangers que ça représente pour notre société, comme vis-à-vis du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on regarde, on attend, les chiffres s'accumulent, et pourtant, il n'y a pas de grandes décisions qui sont prises, même si la première décision, c'est à nous de les prendre. La preuve, c'est que vous voyez, il y a un questionnaire qui a été proposé à des 1003 parents qui ont des enfants de moins de 15 ans. Et on leur demande, selon vous, quels sont aujourd'hui les aspects du mode de vie de vos enfants qui pourraient avoir un impact sur leur santé à venir. En 1, les écrans. Je me dis, c'est bien. Effectivement, les écrans, on est assis. Mais c'est pas pour ça que ça fait peur. Ça fait peur aux parents pour les effets neurologiques, qui sont totalement indéniables. Il faudrait même qu'ils sachent aussi qu'il n'y a pas que des effets neurologiques, puisque nous allons vers une épidémie de myopie. Il y a 2 articles qui viennent de sortir, qui montrent que nous allons vers une épidémie de myopie à partir de l'âge de 16 à 18 ans.
Donc, je me dis, bon, l'alimentation, il n'y a rien à dire. Il est évident que, je vais vous parler d'activité physique aujourd'hui, mais que l'activité physique, ça va aussi avec alimentation équilibrée. Hein, c'est évident, mais on ne peut pas parler de tout dans une soirée. Après, alors là, j'ai été très surpris, la qualité de l'environnement. La qualité de l'environnement représente pour... Alors, le chiffre bleu, vous voyez clair, c'est quand c'est cité en premier et une seule fois. Et alors, quand c'est cité 2 fois, vous voyez, c'est le chiffre noir. C'est pour ça que c'est un petit peu plus fréquent. Donc, ça sort dans 37% des parents au niveau de l'importance de la santé pour leurs enfants. C'est vrai que ça me perturbe un petit peu parce que j'ai pas cette impression, on n'a pas de données scientifiques qui montraient cet effet de la qualité de l'environnement. Hein, je précise bien, c'est pas des pesticides, c'est pas ces choses-là. Et puis j'arrive en avant-dernière position, la sédentarité. Après le sommeil, après le stress. Donc ça veut bien dire ce que je vous disais en introduction, les méfaits de la sédentarité et de l'inactivité physique, pour les parents comme pour les adultes, je vous rassure, ne sont absolument pas reconnus. Alors pour commencer, je vais vous proposer quelques petites formes de définition, si vous voulez, pour qu'on parle tous le même langage. Parce que souvent, des fois, vous savez, dans les débats, on entend les gens qui se disputent et tout, mais en fin de compte, ils disent presque la même chose, sauf qu'ils ne donnent pas la même définition au mot. Alors ça, c'est un petit peu compliqué. Donc déjà, c'est quoi la santé? Pour la majeure partie des gens, la santé, c'est ne pas être malade. En réalité, la santé, c'est ce qu'a dit l'Organisation mondiale de la santé en 1946, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Ce n'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. C'est ce que je traduis, moi, tout simplement. La santé, c'est la qualité de vie. Dès que votre qualité de vie est perturbée, vous êtes en mauvaise santé. Alors cette qualité de vie, elle est essentielle, en particulier chez les malades. Je vais beaucoup vous parler en début, puis on finira surtout chez les enfants, parce que de toute façon, on le verra, mais un enfant de 12 ans, a priori, il n'est pas malade. Hein, il peut manger n'importe quoi, il ne peut pas bouger du tout, il va être en surpoids, voire plus avec un degré d'obésité, mais il ne sera pas malade. Hein, on ne fait pas un infarctus à 15 ans. Donc, on ne s'en rend pas compte. Par contre, les maladies chroniques dont je vais vous parler, toutes les maladies chroniques, ce sont des maladies comme, après un cancer, une polyarthrite rhumatoïde, qu'est-ce que je peux vous citer? Une sclérose en plaques, maladie de Parkinson, tout ça, ce sont des maladies chroniques. Un diabète de type 2. Donc déjà, le premier point de maladie chronique, c'est que c'est une maladie qui ne guérit pas. Donc ça veut dire que le patient, quand il rentre dans la maladie chronique, il va s'adapter à sa maladie chronique et prendre conscience qu'il va devoir prendre des médicaments toute sa vie, a priori, et il va avoir des effets de la maladie chronique qui sont simplement le fait qu'il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant. Donc sa qualité de vie est perturbée. Et la plupart des patients qu'on interroge, on leur dit « Qu'est-ce que vous voudrez ?» Qu'est-ce que vous voudriez, pardon? Vous voudriez vivre 2 ans de plus, mais en fauteuil roulant? Je caricature souvent pour que les choses restent dans la tête des gens, c'est-à-dire en ne pouvant rien faire, ou 2 ans de moins, mais avec ces 2 ans de moins, par contre, vous ferez tout ce que vous avez envie de faire, pas comme quand vous aviez 20 ans, mais sans être empêché de le faire. C'est-à-dire vous aurez une bonne qualité de vie. Donc 2 ans de moins de vie, mais en bonne qualité de vie, ou 2 ans de plus. Et bien dans la plupart des études, entre 60 et 70% des malades disent on veut 2 ans de moins. Donc la qualité de vie, c'est essentiel. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que l'activité physique de tous nos malades, chez tous nos malades, améliore leur qualité de vie. Alors le mauvais choix pour notre santé, parce que ce sont des choix quand même que l'on fait. Hein? Bien sûr, je suis comme vous, confronté aux problèmes de la société actuelle qui m'empêche, qui me pousse à être de plus en plus assis, à bouger de moins en moins et tout, mais j'ai essayé dans mon emploi du temps de mettre les périodes dont je sais qu'elles sont indispensables à la santé. Si on arrive à être convaincu que ces périodes sont indispensables à la santé, on va peut-être arrêter de toujours utiliser l'activité physique comme la variable d'ajustement de ma journée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens me disent « j'ai pas le temps de bouger ». J'ai bien compris, je vous crois, mais j'ai pas le temps. Par contre, j'ai le temps, puisqu'en France c'est quand même le cas, en moyenne de rester entre 3h30 et 4h devant la télévision par jour. Alors que la télévision, à ma connaissance, n'a jamais montré ses bienfaits pour la santé. Donc j'ai pas le temps de prendre 30 minutes pour m'occuper de ma santé. Ben, ce temps, c'est ce que je dis à mes malades, c'est pas compliqué.
Moi, je vais vous le donner. Ah bon? Comment? Eh bien, à partir de demain, votre journée, elle dure 23h30. Puisqu'il y a 30 minutes pour votre activité physique. Donc, vous me casez tout ce que vous avez à faire dans votre journée dans 23h30. Puisqu'on recommande de faire 30 minutes d'activité physique par jour, c'est 3 fois 10 minutes si on veut. Alors, autre point important, ce soir, je ne vais pas vous dire une fois le mot sport. Hein? Je vais vous parler d'activité physique, je vais vous le dire une fois pour le définir. Donc, il y a 4 facteurs de risque principaux: la sédentarité et l'inactivité physique, la consommation trop importante d'alcool, la malbouffe ou la nutrition, l'alimentation déséquilibrée, et puis le tabagisme. Eh bien, ces 4 facteurs de risque sont responsables d'environ 40 maladies chroniques. Alors, ce n'est pas les seuls responsables, il y a d'autres facteurs de risque. Et on peut très bien avoir aucun de ces facteurs de risque et avoir une maladie chronique, puisqu'il y a un terrain génétique, etc. Mais globalement, si on faisait disparaître ces 4 facteurs de risque, on diminuerait le nombre de maladies chroniques de façon majeure. Ces maladies chroniques dont je vous parle, c'est responsable de 40 millions de morts par an dans le monde et de environ 80% du budget de la sécurité sociale. Si demain plus personne ne fume en France, le budget de sécurité sociale est équilibré. Et pourtant, chaque année, 200 000 malades de plus entrent dans les maladies chroniques. Chaque année, 200 000 malades de plus entrent dans les maladies chroniques. Et si rien ne change, en particulier de nos gamins, ce ne sera pas 200 000, ce sera 300 000. Parce que les maladies chroniques qu'on a attrapées à 40 ans, on commence à les voir à 18 ans. Par an, actuellement, c'est le docteur Decardané, qui est l'endocrino-pédiatre de l'hôpital Sud, me l'a dit il y a quelques jours. Par an, en France, actuellement, il y a 2% de plus de diabétiques de moins de 18 ans. Moi, quand j'étais jeune médecin, je sais que ça fait très longtemps, quand j'étais jeune médecin, moi, les diabétiques, ils avaient 40 ans. Jamais je n'ai vu un diabétique de 18 ans jusqu'il y a 8 ans. Voilà. Jamais. Ça n'existait pas. La maladie qu'on avait à 40 ans se transpose maintenant aux enfants de 14 ans, 16 ans, 18 ans. Donc, bien sûr, si on continue comme ça, et c'est peut-être ça qui va faire bouger nos dirigeants, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais c'est qu'on va pouvoir payer. On ne pourra plus. 75% des Français de 65 ans et plus prennent au moins un médicament. 3 quarts des Français de plus de 75 ans, enfin de 75 ans, de 65 ans, prennent au moins un médicament. Ces facteurs de risque que je viens de vous présenter, ils favorisent le développement des maladies chroniques et leur aggravation. C'est pour ça qu'on va proposer aux gens qui ont des maladies chroniques de faire de l'activité physique pour limiter les complications. Mais notre grand problème, et le vôtre pour vous comme pour moi, c'est que ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que je vous disais, l'enfant de 16 ans qui est diabétique ou qui est en surpoids, il ne va pas mourir d'un infarctus maintenant, mais il va mourir à 30 ans. Alors qu'avant, c'était à 40 ans. La meilleure preuve, il y a une étude qui est sortie à Paris, dans le centre de mort subite, l'expertise de mort subite à l'hôpital européen Georges Pompidou, en 2020, première cause des arrêts cardiaques en France, en Île-de-France, ça concerne l'Île-de-France, en Île-de-France, avant 30 ans, c'est l'infarctus du myocarde. Avant, c'était à 45 ans, toujours pareil. L'infarctus du myocarde s'installe ainsi, de façon très insidieuse. Ce qui s'est passé avant, c'était que les facteurs de risque, hypertension, trop de sucre, trop de cholestérol, c'était à 30-40 ans qu'on l'avait. Et on faisait l'infarctus à 45 ans, c'était donc 10-15 ans après. Aujourd'hui, c'est plus à 30-40 ans qu'on a ce sucre trop élevé, ce cholestérol. C'est à 15 ans, à 16 ans. C'est ça qui est en train de se passer. Donc en d'autres termes, si je crois ce qu'ont dit mes collègues parisiens, ça veut dire que les collégiens actuels préparent leur infarctus à 30 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que l'activité physique? L'activité physique, c'est très simple, c'est chaque fois que vous bougez, que vous contractez un muscle, vous consommez un petit peu d'énergie, et cette énergie que vous consommez l'élève au-dessus de ce que vous dépensez actuellement. Actuellement, vous consommez de l'oxygène, 3,5 ml par minute par kilo, c'est pas très intéressant, mais vous en consommez. Chaque fois que vous bougez, vous consommez un peu plus. Donc ça s'appelle une activité physique. En d'autres termes, c'est chaque fois que vous bougez. Donc c'est bouger. Moi je dis à mes patients, il faut que vous bougiez plus. Ah, ne me parlez pas de sport, docteur, parce que vous voulez me tuer. Je dis, ça tombe bien, je n'ai pas du tout l'intention de vous parler de sport, je vais vous parler d'activité physique. Après, vous avez l'exercice physique. Qu'est-ce que c'est que l'exercice physique? C'est quand vous allez 2 fois par semaine à la piscine, ou 2 fois par semaine dans une salle de sport, et que vous bougez dans la salle de sport, que vous allez à la piscine, mais sans but précis. Vous n'avez pas un entraînement,
vous n'avez pas, ou vous retrouvez des amis pour aller jouer au volleyball, peu importe, ça fait partie de l'exercice physique. Le sport, c'est quand vous réalisez un exercice physique dans un cadre réglementaire, soit parce que vous avez une tenue spécifique, soit parce que vous avez des règles à respecter ou un terrain spécifique. Donc, on est bien d'accord, à chaque fois que je vais vous parler de faire bouger les enfants, jamais je ne vous dirai de leur faire du sport. En d'autres termes, vous pouvez traduire par bouger ou jouer. Maintenant, l'inactivité physique et la sédentarité. Pendant très longtemps, on a mis dans le même sac sédentarité et inactivité physique, nous aussi physiologistes de l'exercice musculaire, et en fait, on s'est rendu compte, grâce aux Québécois, que c'était pas la même chose. Pourquoi? Parce que les Québécois sont arrivés, après beaucoup d'efforts, à faire bouger un peu plus les Québécois, et pourtant, le surpoids n'a pas beaucoup baissé au Québec. Donc, ils se sont dit, on s'est planté, ça ne vient pas d'annuler l'activité physique. Et il y en a un qui a dit, oui, non, mais on les a fait bouger, mais ils sont toujours aussi assis, donc toujours aussi sédentaires. Et là, on s'est intéressé à la sédentarité, et on a vu que la sédentarité avait des effets différents enfin les mêmes effets, mais indépendants de l'activité physique. En d'autres termes, je peux être un sportif sédentaire. Je peux faire 5 heures de sport par semaine et être assis 10 heures par jour. Et je peux vous citer, non pas parce que je les connais, mais parce que j'ai des collègues qui sont médecins des équipes de football professionnelles. Les footballeurs professionnels sont des sédentaires. Ils s'entraînent 1 heure à 1 heure et demie par jour et ils sont entre 11 et 12 heures assis devant leur portable. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'en moyenne, le nombre de portables des footballeurs professionnels, c'est 3 par personne. Ils sont brillants parce que moi, je serais incapable de regarder 3 portables en même temps d'ailleurs. Donc, vous êtes inactif quand vous ne suivez pas les recommandations, que je vais vous rappeler, et vous êtes sédentaire quand vous êtes assis. Au-delà de 3 heures, ça représente un risque pour votre santé. Alors ne hurlez pas, je sais très bien qu'il n'est pas question qu'on reste assis moins de 3 heures, et ça fait très longtemps qu'on ne l'est pas, mais là où ça devient vraiment sérieux, c'est quand vous dépassez 6 à 7 heures par jour. En moyenne, c'est-à-dire que si un jour vous êtes assis pendant 7 heures et que les autres jours vous êtes assis 4 heures ou 5 heures par jour ou 6 heures, eh bien c'est pas 7 heures, c'est 7 heures en moyenne. Dedans vous mettez tout. Hein. Le temps passé à table, le temps passé dans les déplacements, le temps passé quand vous êtes au travail, donc bien sûr, vous enlevez le temps éveillé. Mais surtout, ce qui est très mauvais, c'est le temps passé assis plus de 2 heures sans vous lever. C'est pour ça qu'on va faire en sorte de durer un petit peu moins de 2 heures pour vous, parce que vous avez remarqué que moi, j'en profite lâchement. Donc, Donc, pensez à ça. Il faut que toutes les heures et demie, vous vous leviez pendant 1 ou 2 minutes, vous marchez, vous faites des flexions, vous allez, moi je vais vous dire mes petits trucs, hein. Mon bureau il est assez grand, ma poubelle elle est à l'autre bout, comme je ne suis pas bon en basket, je suis forcé de me lever quand je veux jeter quelque chose dedans. Je vois que ça fait 1 heure et demie que je ne me suis pas levé, immédiatement, je vais aller me passer de l'eau sur la figure, me laver les mains, je trouve n'importe quelle excuse pour marcher un petit peu. Chaque fois qu'on me téléphone, je tourne dans mon bureau, hein, comme un rat dans sa roue, vous savez, les rats d'expérience, mais je m'en fiche, je bouge. Et on pense, alors je ne peux pas vous dire quand, mais c'est un pour parler, que les grosses sociétés d'informatique coupent vos ordinateurs au bout de 2 heures. L'écran va se couper pendant 4-5 minutes. Donc soit vous pouvez rester assis sur votre chaise, vous êtes libre. On n'en est pas encore à ce qu'une pince arrive et vous soulève. Mais le message sera clair. Donc si ça en est là, ça veut quand même dire qu'on prend conscience de la problématique. Voilà les sportifs sédentaires, donc il y en a 2 types. Celui qui, sous prétexte qu'il fait du sport, ne fait pas trop attention à ce qu'il mange en étant assis, et puis ceux qui vont faire du sport en prenant l'escalier roulant sans monter les marches. Parce que moi, ça fait partie des choses que j'ai beaucoup de mal à comprendre, mais je dois être un peu débile. Comment se fait-il que je ne comprenne pas que quand on nous a donné l'escalier roulant, ce n'était pas pour qu'on monte les marches? Je ne comprends pas. Comme quand j'ai le tapis roulant à Montparnasse, c'est souvent à Paris, et que je vois les gens qui sont là, en train de regarder le paysage de Montparnasse, qui est faramineux, effectivement, je comprends bien, mais ça ne leur vient même pas l'idée de marcher sur le tapis roulant. C'est ça la sédentarité, c'est ça l'inactivité physique. On ne s'en rend pas compte. C'est la personne qui monte dans le métro à Rennes, à la station Pontchaillou, qui descend à Sainte-Anne, 2 stations, et qui se rue sur le siège pour s'asseoir. 3 minutes. 3 minutes debout. C'est au moins un marathon, hein. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Alors j'en ris exprès comme ça, mais je leur en veux pas parce que c'est ça la sédentarité.
on ne se rend pas compte que dès qu'on voit une chaise, on va aller s'asseoir dessus. C'est presque de l'addiction. Alors, autre point, et ça tombe très bien parce que les enseignants de l'éducation physique et sportive vont nous en parler après, la capacité physique. Alors la capacité physique, c'est quelque chose d'essentiel. Quelque chose d'essentiel que tous les médecins n'ont pas encore bien assimilé, parce que c'est récent, les données qu'on a. Et qu'est-ce que c'est que la capacité physique? En 2 mots, c'est l'intensité d'effort maximale que vous pouvez faire pendant 5 minutes sans vous arrêter. Donc, pour les gens qui connaissent un tout petit peu, ça s'appelle la consommation maximale d'oxygène. Cette capacité physique, elle est toujours améliorable. Que vous ayez 5 ans, 15 ans, 20 ans, 80 ans, 85 ans, vous pouvez toujours améliorer votre capacité physique. À condition de faire l'activité physique, il n'y a que ça qui va l'améliorer. Il n'y a pas trop d'autres solutions. Alors pour le savoir, comment je demande la capacité physique de quelqu'un, moi le patient, je lui dis, vous pensez que vous montez combien d'étages d'un bon pas sans être essoufflé? Si la personne me répond 2, elle a une mauvaise capacité physique. Si la personne me répond 4, elle a une bonne capacité physique. S'il me répond 6, elle a une très bonne capacité physique. Peu m'importe que la patiente ait un infarctus, un cancer, ça m'est complètement égal. Si je suis capable, après un infarctus, après un cancer, avec une maladie de Parkinson, de monter 4 étages sans être essoufflé, c'est-à-dire c'est moi qui ressens l'essoufflement, il n'y a pas d'allure fixée, eh bien, j'ai une bonne santé. Et ça, c'est important. J'ai une bonne capacité physique, pardon. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que cette capacité physique, c'est votre santé. Plus vous montez d'étage, mieux vous êtes meilleure est votre santé. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre maladie, peu m'importe. Plus vous en montez, meilleure est votre santé. Et ça, c'est très important, parce que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est que l'activité physique améliore la capacité physique. Et je pense que c'est ce que les professeurs d'éducation physique ont fait en évaluant les enfants, c'est qu'ils ont mesuré ou calculé leur capacité physique. Et on va y revenir un petit peu plus loin. Alors vous avez ici des hommes, des barres noires, des femmes, des barres blanches, qui ont des capacités physiques faibles, moyennes ou élevées. Et ce que vous avez là, c'est le nombre de personnes qui décèdent par an pour 10 000 personnes. Donc déjà, si c'est pour 10 000 personnes, vous vous rendez compte que c'est toujours des grosses études. Toutes les études que je vais vous parler, c'est entre au minimum 15 000 personnes. Là, je ne sais plus combien il y en a. Vous voyez, 10 224 et 3 000 femmes. Donc on est à peu près à 14 000 personnes. Et ça peut monter jusqu'à 50 000 personnes. Il y a même une étude qui a été publiée sur 1 million de patients qui ont eu des cancers. Entre parenthèses, aucun médicament n'a été testé sur autant de monde. Aucun. Il n'y a que l'activité physique qui est testée. Et donc, je reprends mes groupes. Vous voyez que les gens qui ont la plus faible capacité physique, les hommes, meurent plus que ceux qui ont les capacités physiques moyennes et un peu plus que les capacités physiques élevées. Par an. Et les femmes, c'est pareil. Alors ne me posez pas la question que je ne veux jamais entendre parce que je ne sais pas y répondre, c'est pourquoi les femmes ont une mortalité toujours inférieure aux hommes. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors pour ceux qui s'intéressent à ça, ils vont dire, oui mais c'est parce que les femmes, elles sont protégées jusqu'à 60 ans avec les hormones qui sont des hormones protectrices. Oui, sauf qu'on ne meurt pas beaucoup à 60 ans. C'est après. Et la différence reste la même. C'est-à-dire qu'à âge égal, eh bien, il y a plus d'hommes qui meurent que de femmes. Sans qu'on sache trop pourquoi, donc s'il y en a qui cherchent un sujet de recherche, il y en a un qui vous aide. Donc retenez bien, ma capacité physique, c'est mon capital santé. Alors voyons maintenant les méfaits et les risques de l'inactivité physique et de la sédentarité. Là, on va faire très simple. Vous prenez des gens qui marchent beaucoup, 10 000 pas par jour, vous leur dites arrêtez de marcher, marchez plus que 1000 pas ou 1500 pas par jour pendant 2 semaines, 14 jours. Donc c'est ça, 30 personnes vont accepter de le faire, ici, et on regarde des paramètres biologiques, je ne vais pas m'apesantir dessus, mais en gros, tout va mal, la pression artérielle monte un peu, le cholestérol, le mauvais cholestérol monte, la sensibilité à l'insuline diminue, ça veut dire que vous avez plus de sucre dans le sang, donc votre glycémie est trop élevée, et là, ça, vous allez vous en rappeler, ici, vous avez le monsieur qui fait 10 000 pas. Alors, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien, ça, c'est un scanner, le nombril est là, là c'est une vertèbre, le corps vertébral, l'arrière de la vertèbre, et ça c'est les muscles paravertébraux, c'est-à-dire les muscles qu'on a derrière le dos ici. Ça c'est les abdominaux. Tout ce que vous voyez de noir, c'est le tube digestif. Comme on fait une coupe, il y a plein de zones de tube digestif. Et ça, ce qui est blanc, c'est ce qu'on appelle la graisse intra-abdominale, la graisse à l'intérieur du ventre. Et cette graisse-là, nous, médecins, on n'aime pas du tout. Autant la graisse qu'on a située ailleurs, en particulier au niveau des hanches chez les femmes, qu'elles trouvent ça très disgracieuse, nous on s'en fiche,
parce que ça ne pose aucun problème pour la santé. La graisse n'a pas le même effet négatif selon sa localisation. C'est celle-là qui est pas bonne. Et regardez maintenant le scanner refait 14 jours après que le sujet a arrêté de marcher. Et regardez la graisse comparée à ici et là. Rien qu'à l'œil, on voit qu'il a accumulé de la graisse intra-abdominale en 14 jours, alors qu'il mange la même chose. On a fait attention à ce qu'il mange comme d'habitude, parce que s'il mangeait plus ou moins, ce serait un biais. Donc, on voit que cette graisse intra-abdominale, on ne l'aime pas trop. Maintenant, on va regarder le temps passé assis. Le temps passé assis, c'est une étude scandinave qui a fait beaucoup de bruit quand elle est parue en 2011. Je ne vous parle pas d'ici, parce que là, ça reflète la mortalité toute cause. On va se concentrer sur la mortalité par cancer, parce que ça, c'était nouveau. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont classé, je crois qu'il y avait 30 000 personnes dans cette étude, les personnes en fonction du nombre d'heures en moyenne devant la télévision. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. Si je vous demande, vous avez 5 secondes pour me dire combien de temps vous passez assis, je ne suis pas sûr que vous allez me répondre. Si je vous demande de regarder la télévision combien de temps par jour en moyenne, je pense que vous allez me répondre en 5 à 10 secondes. Parce qu'autrement, il faut calculer, il faut ajouter. Et c'est un bon reflet. Les gens les plus assis devant leur télé sont les plus assis au travail, sont les plus assis dans le métro. C'est simple. Les gens les plus assis au travail sont les plus assis le week-end, sont les plus assis en vacances. Tout ça, c'est des études, on l'a bien montré. C'est le problème de la sédentarité et du temps passé assis. Et là, donc, vous avez des sujets qui ne regardent pas du tout la télévision, et là, jusqu'à 3 heures, et là, plus de 6 heures. Là, vous avez la mortalité par an, combien de personnes meurent d'un cancer par an sur 10 000 personnes. Et là, qu'est-ce que je vois? Jusqu'à 3 heures, j'ai à peu près 40 personnes qui meurent d'un cancer. Donc, de 0 à 3 heures, le fait d'être assis, ça ne représente pas de gravité pour ma santé. C'est pour ça que vous avez dit que c'était 3 heures. Et après, on voit que plus je suis assis, plus j'augmente mon risque de cancer. Au début, pas beaucoup. Mais 6 heures, vous n'avez qu'à regarder, c'est un peu plus que 80. C'est-à-dire que les gens qui restent assis 6 heures par jour, en moyenne, pas pendant 2 mois, pendant des années, augmentent le risque d'avoir un cancer par 2. Tout simplement. C'est ça qui a fait beaucoup bouger les cancérologues. Surtout que, et le confinement nous l'a bien montré, c'est que moins vous bougez, plus vous mangez. Je suis sûr, si vous êtes honnête avec vous-même, que vous allez vous rappeler de moments où vous êtes assis depuis longtemps devant l'ordinateur et ouh, j'ai une petite faim là tout d'un coup. On le sait parce que vous êtes en train de libérer une hormone qui s'appelle la gréline qui vous donne faim. Mais une envie irrépressible. Et le grand malheur, c'est que quand vous roulez sur votre frigidaire, c'est exceptionnel que ce soit pour manger de la salade. Et c'est là le problème. Eh bien, le problème, c'est que post-confinement, la prise de poids moyenne des Français a été de 2,5 kg, 2,7 pour les hommes, 2,3 pour les femmes, et que, je parle du premier confinement, et qu'après le premier confinement, il n'y en a qu'un tiers des Français qui ont perdu leur poids. C'est-à-dire qu'en gros, 2 tiers des Français, leur récompense du confinement, ça a été 2,5 kg en plus, et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la majorité des Français, un tout petit peu plus que 50%, qui sont en surpoids. C'est-à-dire que la norme, c'est d'être en surpoids, puisque la majorité, plus de la majorité des Français y sont. Alors le surpoids, c'est quand vous avez un IMC, c'est-à-dire là, ça devient très savant, c'est le poids divisé par la taille que vous avez élevée au carré, qui est supérieur à 25. Normalement, c'est entre 20 et 25, 25 surpoids, entre 25 à 30 le surpoids, plus de 30 l'obésité, plus de 35 l'obésité morbide. Et en dessous de 20, vous êtes dans le sous-poids, donc l'anorexie bien souvent. Donc, retenez bien ça. Moins je bouge, plus je mange. On a tendance toujours à penser à l'inverse, on dit, il est sportif, qu'est-ce qu'il mange? Eh bien, en fin de compte, non. Il est sédentaire, qu'est-ce qu'il mange? Alors, si vous choisissez de ne pas bouger et d'être sédentaire, on ne va pas regarder cette diapositive, c'est toutes les maladies qui sont causées, il y en a à peu près 36, maintenant pour en mettre 40. Il faut simplement retenir, c'est que chaque fois que vous ne bougez pas et que vous choisissez de ne pas bouger, d'être sédentaire, vous augmentez votre risque de développer une maladie chronique, vous aggravez une maladie chronique si vous en avez une, et vous diminuez votre espérance de vie, particulièrement en bonne santé. Alors qu'est-ce que c'est que... J'insiste, parce que les médicaments, aujourd'hui on vous dit toujours que l'espérance de vie augmente, c'est vrai, mais c'est l'espérance de vie totale. C'est l'espérance de vie en fauteuil roulant qui augmente. Et l'espérance de vie totale, en bonne santé, en France, n'a pas augmenté depuis 15 ans. C'est à peu près 62-63 ans. Alors que 82 ans, l'espérance de vie totale. Alors que quand vous regardez la Suède, qui est quand même le top au niveau de la prévention, enfin tous les pays scandinaves, il n'y a pas que dans la prévention, la Suède en est déjà au niveau
de la transition énergétique au niveau où on espérerait être en 2030. Eux, ils y sont déjà. Hein. Eh bien, la Suède, ils vivent jusqu'à 82 ans comme nous, en espérance de vie totale, ils vivent jusqu'à 71 ans en bonne santé. Donc, ils ont 7 ans de plus d'espérance de vie en bonne santé que nous, les Suédois. Et la prévention, pour eux, c'est important. Alors, les bienfaits d'activité physique. Donc là, c'est très simple. Si vous bougez pour diminuer le risque d'être malade, vous diminuez vos risques d'attraper une maladie chronique de 20 à 30%, quelle que soit la maladie chronique. Rendez-vous compte, vous marchez 1 heure par semaine, c'est-à-dire moins de 10 minutes par jour, eh bien, vous gagnez environ 2 ans d'espérance de vie de bonne qualité. Et si vous marchez 7 heures par semaine, c'est-à-dire 1 heure par jour, eh bien, vous allez gagner environ 4,5 ans d'espérance de vie de bonne qualité. C'est pour ça que je vous ai dit en introduction qu'il ne suffisait de pas grand-chose. Je ne vous dis pas qu'il faut marcher 1 heure par jour, mais même le fait, si vous marchez pratiquement pas, que vous marchez 10 minutes, et ça, c'est pas vous, je pense que vous n'êtes pas concernés, mais moi je pense aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux personnes qui ont une maladie chronique. Il y en a beaucoup qui ne marchent pas 10 minutes par jour. Il suffit qu'elles marchent 10 minutes par jour, elles vont regagner cette espérance de vie. Alors si vous bougez pour votre qualité de vie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas malade, vous améliorez votre bien-être physique, vous êtes moins essoufflé quand vous faites des efforts, vous avez un bien-être mental, c'est-à-dire que vous avez du plaisir en bougeant, ça renforce l'estime de soi, ça diminue le stress, et sur le bien-être social, ça permet de fréquenter de nouvelles personnes, ça lutte contre l'isolement, c'est très important pour les personnes âgées, bien évidemment, puisque c'est la perte d'autonomie, c'est l'isolement complet. Quand j'ai plus d'autonomie, je ne rencontre plus d'amis, je ne rencontre plus de copains, j'ai plus rien. Je ne sors pas de chez moi quand je perds mon autonomie. Eh bien, ça, vous l'avez dans tous les cas, et ces 3 choses-là, eh bien, c'est les 3 critères de la santé dont on a parlé au tout début. Alors, cette étude, à côté de laquelle j'ai été passé pendant quelques temps, puisqu'elle est parue en 2017, ça fait pas très longtemps que je l'ai mise dans mon diaporama, c'est une méta-analyse. Qu'est-ce que c'est qu'une méta-analyse? C'est plein d'études, vous voyez, là, il y a 6 études différentes. On les a toutes regroupées, les auteurs les ont toutes regroupées, on refait les calculs, après avoir vérifié leur bonne qualité méthodologique, pour voir ce qu'il en sortait. Et en fait, cette étude, elle m'a beaucoup plu parce que ça concerne des enfants et des adolescents, chez qui, dans toutes les études, on avait rajouté au programme scolaire classique un temps d'activité physique. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de faire un peu plus d'activité physique qu'ils n'en faisaient d'habitude dans le temps scolaire. Et dans cette étude, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que toutes les études, elles sont résumées ici avec le losange vert, vont vers, eh bien, au niveau de ma qualité de vie, les enfants et les adolescents ont répondu « Je me sens mieux depuis que j'ai augmenté mon activité physique que quand je n'en faisais pas. » Ça m'a fait très plaisir parce que chez l'homme, chez l'adulte, plus exactement, on le sait. Chez les adolescents, on ne le savait pas. C'est-à-dire qu'ils ont exactement le même ressenti que nous. C'est-à-dire que si l'enfant ou l'adolescent se remet à bouger, il va se rendre compte que ça lui fait du bien. Le tout, c'est de le remettre à bouger. On verra comment on peut peut-être le faire. Alors maintenant, si on va sur quelque chose qui marque toujours, puisque je vous ai déjà parlé des cancers, c'est activité physique et cancer du sein. Vous pouvez transposer, pas avec les mêmes chiffres, mais à peu près pas très loin, pour d'autres cancers. Pas tous, parce que tous les cancers n'ont pas été étudiés, mais dans la plupart des cancers, on va dire la grande majorité. Si vous bougez avant d'avoir un cancer du sein, vous diminuez votre risque de cancer du sein d'environ 20%. Si vous avez de l'activité physique, si vous avez un cancer et que vous faites de l'activité physique, vous diminuez la mortalité d'environ 25%. C'est-à-dire que traitement classique plus activité physique égale 25% de moins de décès que traitement classique seul. Bien évidemment, et j'en profite pour vous le rappeler, je ne suis pas en train de vous dire que l'activité physique remplace la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie. Je n'ai jamais dit ça. J'insiste parce que comme j'ai des collègues, là, il y a encore un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, où ils ont classé dans les médecines alternatives l'activité physique n'est pas une médecine alternative. Moi, je prescris des médicaments tous les jours. Mais j'y associe l'activité physique. C'est une thérapeutique non médicamenteuse qui s'associe. Hein? Ne dites pas l'activité physique, c'est l'homéopathie, la naturopathie, les médecines alternatives que vous voulez. Parce que là, dans ces cas-là, c'est l'un qui remplace l'autre. Non. Jamais j'irai dire à quelqu'un qui a un cancer, arrêtez de faire de chimiothérapie, allez bouger. Non. Donc j'insiste là-dessus parce que
Il faut faire attention un petit peu, des fois, à ce qui peut dériver. Et si je continue mon activité physique après un cancer, la récidive est diminuée, là c'était 45%, les études plus récentes sont plutôt à 35%. Mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'une femme qui a eu un cancer du sein qui continue à faire l'activité physique après être en rémission diminue d'environ 30 à 35% le risque de récidive de son cancer. C'est quand même énorme. Et enfin, je terminerai là-dessus pour le cancer, eh bien si vous savez quel est le seul traitement des fatigues et de la fatigue liée à la chimiothérapie et à la radiothérapie, il n'y en a qu'un, c'est l'activité physique. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas moi qui le dis, c'est les cancérologues. Ils me le disent tous, et à tel point que j'en ai eu la preuve, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, nous, dans le service de médecine du sport, on a créé un centre santé bien-être où on prend des patients qui ont des maladies chroniques, on les fait bouger, avec les enseignants d'activité physique adaptée. Eh bien, il y a une dame qui avait eu un cancer du sein, qui sort de la salle où elle a fait sa gymnastique, et qui s'avère bien rouge, bien essoufflée. Je lui dis, dites donc, aujourd'hui, Perrine, c'est le nom de l'enseignante d'activité physique adaptée, elle vous a fait bosser, c'était dur, hein. Elle me dit, ah oui, c'était dur, là, je suis bien fatiguée. Puis elle s'arrête, elle me dit, non, mais non, c'est pas ça que je veux dire. Parce que ce que j'ai là, c'est une bonne fatigue. Par contre, vous savez, docteur, la chimiothérapie, ça, c'est une mauvaise fatigue. Et elle avait tout dit. Bien sûr que quand je vais bouger, je vais y avoir une sensation de fatigue, d'autant plus que je n'ai pas l'habitude de le faire. Mais par contre, une fois que j'ai bougé, eh bien, je me dis, ah ben, je me sens quand même mieux. Eh bien, c'est exactement ça. C'est la fatigue, une fatigue, mais pas la même. Alors voilà, Parkinson, sclérose en plaques, démence, maladie d'Alzheimer, dépression, burn-out, prévention et traitement, tout ça, l'activité physique le prévient. Si vous bougez, vous avez moins de risque de faire une sclérose en plaques. Si vous bougez, vous avez moins de risque de maladie de Parkinson. Je n'ai pas dit que vous n'en avez pas, j'ai dit qu'il y en a moins. Et la sclérose en plaques, qui avant, il n'y a pas très longtemps, hein, c'est jusqu'à la fin des années 90. Hein. Donc ça ne fait pas très longtemps, on disait aux gens qui avaient une sclérose en plaques, ne bougez pas trop. Ça provoque des crises et ça aggrave votre maladie. Et aujourd'hui, le CHU de Rennes, qui est très compétent en sclérose en plaques, les neurologues, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les Olympiades de la sclérose en plaques. Les Olympiades de la sclérose en plaques. Ça a complètement changé. Maladie de Parkinson, tapez sur Internet activité physique et maladie de Parkinson. Vous allez voir tous les articles qui vous disent quand on a une maladie de Parkinson, il faut faire l'activité physique. Il faut aussi travailler son écriture pour avoir les gestes fins, mais en même temps, chaque jour, il faut bouger. Le premier traitement de la dépression, minime à modéré, c'est pas compliqué, c'est quoi? C'est l'activité physique. On ne donne pas d'antidépresseurs aux gens qui ont une dépression minime à modérée. On leur fait faire de l'activité physique. Ça marche mieux. Entre parenthèses, je vous rappelle que la France, et ça c'est notre faute, nous médecins, est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs dans le monde. Ça aussi c'est une chose qui me surprend, parce que je n'avais pas vu encore qu'on était dans un pays aussi pourri que ça. Effectivement, moi je comprends les gens du Bangladesh, eux, ils n'ont peut-être pas à penser qu'ils peuvent être dépressifs. C'est assez troublant quand même, vous voyez, ce genre de choses, parce qu'en fin de compte, ces personnes bougeraient, eh bien, elles traiteraient leur dépression. Et là, moi, pas parce que je ne suis pas neurologue, je ne suis pas dépressif, mais on va d'abord commencer par le médicament, alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Et les neurologues me disent, l'activité physique, c'est la nourriture du cerveau. Alors pour moi, c'est le top, parce que neurologue, c'est intellectuel, je ne comprends pas tous les mots qu'ils disent. Et s'ils disent que l'activité physique, c'est la nourriture du cerveau, alors moi, cardiologue, ça me fait plaisir. J'ai même envie de leur dire, nous, ça fait longtemps qu'on le sait. Pas pour le cerveau, mais pour le cœur. Alors les enfants. Les enfants, image du schéma que je traîne depuis des années, et qui est toujours aussi parlant pour moi, un gamin qui, dans quelques années, sera le seul à vouloir jouer au foot. C'est ce vers quoi on va. Les autres seront tous avec leur portable, soit seuls sur un banc, soit quand ils sont deux, bien séparés l'un de l'autre. Et c'est là qu'on rentre dans l'isolement de l'utilisation trop importante des écrans. Si on dit aux enfants et aux jeunes qu'il ne faut pas passer trop d'écran, c'est pas pour les embêter. Je suis le premier à dire que si le tabagisme n'était pas dangereux, on n'interdirait pas les gens de fumer. C'est pas pour embêter les gens. Ben là, c'est pareil. Si jamais pour les écrans, on dit qu'il ne faut pas être trop souvent devant, c'est parce qu'il y a d'autres problèmes. Pourtant, l'activité physique, bon, ça améliore le surpoids, les indicateurs de santé, les fonctions cognitives, c'est-à-dire la mémoire et l'apprentissage, de façon très simple. Vous avez des meilleurs résultats scolaires chez les enfants qui font de l'activité physique, pas du sport. Les enfants qui font de l'activité physique ont de meilleurs résultats scolaires que ceux qui n'en font pas. Toutes les études le montrent, il n'y en a pas une qui montre l'inverse. Le seul débat, c'est est-ce que c'est plutôt pour les mathématiques, l'histoire, géographie, etc. Ce qui, moi, ne me préoccupe pas, ce que je veux, c'est que s'ils bougent, j'ai des meilleurs résultats à la fin. Il y a moins de décrochage scolaire, meilleur comportement social,
meilleure estime de soi, maintien de ses qualités à l'âge adulte. C'est l'insertion, ça c'est très important quand on entend tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Alors, je vais vous donner quelques petites réponses qui viennent d'une enquête qui a été faite auprès de 1005 étudiants de plus de 16 ans. Alors, on dépasse toujours les 1000 dans ce genre d'études, hein. Il faut dépasser à peu près 1000 pour que ce soit significatif. Pourquoi faire de l'activité physique ou sportive quand on est étudiant? Donc, qu'est-ce que les étudiants qui en ont fait trouvent comme point positif? D'abord, amélioration du fonctionnement cérébral et des capacités d'apprentissage. Alors, un tout petit exemple, vous prenez une classe de CM1, et on va dire qu'il y a 25 élèves, enfin, on va dire 24, ça va être plus simple. 24, il y en a 12 à qui vous dites, tu vas apprendre la poésie, il y a 2 strophes. Tu vas apprendre la première strophe, mais avant d'apprendre, tu vas aller courir 15 minutes. Donc il y en a 12 qui vont courir 15 minutes. Pendant ce temps-là, ceux qui ne vont pas courir apprennent la première strophe. Eh bien, ils mettent plus longtemps à l'apprendre que ceux qui vont apprendre après avoir couru. Le lendemain, on inverse. Ceux qui n'ont pas couru le premier jour, la veille, vont aller courir avant d'apprendre la deuxième strophe. Et bien, ceux qui courent ce jour-là apprennent plus vite la deuxième strophe que ceux qui ont couru la veille mais qui n'ont pas couru pour la deuxième strophe. Vous vous rendez compte? Je vais courir 15 minutes et déjà ma mémoire est plus efficace. Et ça, c'est des études qui sont montrées dans des tas d'études. Mais même moi, je me rappelle, je suis sûr que parmi vous, vous vous rappelez, si vous cherchez bien dans votre mémoire, alors, de mon temps, c'était pas un écran, mais maintenant, ça m'arrive devant un écran, et j'étais devant mon bouquin, je relisais 4 fois la même page. J'étais devenu complètement débile. Je me levais, je vais trottiner, je vais marcher 10 minutes, je reviens, je redeviens intelligent. Je retiens ce qui est écrit. On l'a tous vécu. Aujourd'hui, ça m'étonne toujours quand j'entends, maintenant, mes enfants sont grands, j'ai des petits-enfants, et les plus grands de mes petits-enfants me disent « Ah, tu sais, papy, aujourd'hui, j'ai bien travaillé, j'ai travaillé 4 heures. » Je dis « C'est pas ça, bien travailler. C'est qu'est-ce que tu as retenu de tes 4 heures. C'est ça, bien travailler. Parce que je peux rester 4 heures devant mes bouquins. Or, si je bouge, si je coupe mes 4 heures en bougeant, eh ben, je travaillerai mieux. J'aurai plus de facilité à retenir. Et ça, en France, c'est pas possible. Pour l'éducation nationale, ça n'est pas possible. Meilleure preuve, c'est que chaque fois qu'on n'arrive pas à avoir des bons résultats, on augmente le nombre d'heures de cours. Par contre, on n'a pas de bons résultats non plus en capacité physique, on n'augmente pas le nombre d'heures d'éducation physique. Bizarre, hein? Il y a quand même 2 poids, 2 mesures. Et pourtant, on est toujours aussi mal classé. Pas compliqué. L'un des derniers résultats, j'en ai vu un autre mondial, je ne me souviens plus exactement des chiffres, je me rappelle bien en Europe, on est avant-dernier devant Chypre. Et au niveau activité physique, on est 119e sur 146 pays en 2020, sur l'Organisation mondiale de la santé. Donc, rien que ça devrait faire réfléchir, est-ce qu'on ne peut pas modifier notre façon d'apprendre? Est-ce que ce n'est pas notre façon d'apprendre? On est le pays européen, surtout dans les petites classes, on est des enfants qui sont le plus assis devant leur banc, devant leur bureau. On est le plus... Et pourtant, on n'a pas de bons résultats. Et non, il n'y a rien à faire. C'est quand même assez étonnant. Alors, comment ça marche? Ce que je viens de vous dire. Ben, ce qui n'est pas bon, c'est de grossir. Je vous rappelle que ce n'est pas parce que j'ai 2 ans de plus que je dois changer de pantalon. Hein, je le rappelle simplement, surtout aux messieurs, mais pas que. Mais pas que, parce que là, la parité est atteinte. Les dames, c'est pareil. C'est la jupe. Hein. À partir de 60 ans, il n'est pas normal de changer de pantalon tous les 2 ans. Si je change de taille de pantalon tous les 2 ans, ça veut dire que soit je mange trop par rapport à ce que je bouge, soit je ne bouge pas assez par rapport à ce que je mange. Mais ça revient à peu près au même. Ce n'est pas physiologique. Ce qui est vrai, et je le sais, c'est que quand on vieillit, on a plus de mal à perdre du poids. Ça, c'est vrai. Mais moi, je n'ai pas de balance chez moi. Ma balance, c'est ma ceinture de pantalon. Voilà. Quand elle me serre, je me dis, François, il faut faire quelque chose. C'est tout. Je ne me dis pas, ah, ça tombe bien, j'ai vu un pantalon qui me plaisait bien, et je vais aller me l'acheter, et je prendrai une taille de plus. Tout ça parce que, quand vous prenez du poids et du ventre, et bien qu'est-ce que vous faites? Vos cellules graisseuses, qui sont les cellules jaunes là-haut, grossissent et libèrent des substances très mauvaises qui s'appellent des adipokines. Pourquoi? Parce que les cellules graisseuses, c'est les adipocytes, et c'est les cytokines. Les cytokines, c'est des protéines, si vous voulez, qui sont libérées. Et c'est ces cytokines qui expliquent toutes les communications entre les organes. C'est-à-dire que vous avez tous entendu parler du microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, il communique avec le cerveau. Parce que les bactéries qu'il y a au niveau de notre microbiote stimulent les cellules qui libèrent des cytokines qui vont au cerveau.
Si le microbiote est équilibré, il stimule bien les cellules. S'il est déséquilibré, il les stimule mal. Et donc les messages sont bons ou pas bons. Hein? Donc c'est de façon très simplifiée. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Donc, c'est pour ça que je vous le livre comme ça. Deuxième point, c'est qu'il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que si vous accumulez de la graisse dans votre ventre, eh bien vous en avez tout autour de votre foie, tout autour du pancréas, des muscles éventuellement, et même dans le thorax, autour du cœur. Nous, on mesure la graisse autour du cœur maintenant avec nos appareils d'échocardiographie. Et cette graisse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle libère les mêmes adipokines qui vont dans l'organe. Et c'est pour ça que la première cause de mortalité aux États-Unis, c'est quoi? C'est la stéatose hépatique non alcoolique. Ça, c'est pour faire savant. En français, vous allez comprendre tout de suite, c'est le foie gras. C'est-à-dire que c'est la graisse qui est à l'intérieur du foie qui détruit le foie. Première cause de mortalité, avant les cancers, avant les maladies cardiovasculaires. Alors, comme on fait toujours ce que font les Américains 15 ans après, on sait ce qui nous attend, nous médecins, mais nous, on a beaucoup, de plus en plus de stéatose hépatique non alcoolique, qu'on prend en charge justement pour bouger un petit peu. Et donc, ces adipokines, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente l'inflammation, le stress oxydant, ça diminue les défenses immunitaires et ça diminue la capacité des vaisseaux de s'ouvrir et de se fermer. C'est-à-dire que ça empêche le sang d'aller dans tous les organes et de lui apporter de l'oxygène. En d'autres termes, cette graisse, elle fait que tout notre corps s'encrasse. Et toutes les maladies chroniques se développent là-dessus, sur une inflammation qui est augmentée, un stress oxydant qui est augmenté. Et les infections aussi. D'ailleurs, on l'oublie, et il y a plusieurs études qui l'ont montré maintenant, les gens qui sont décédés du Covid, en particulier en réanimation, étaient des gens qui avaient une mauvaise capacité physique. Certes, ils avaient des comorbidités, mais en plus, ils avaient une mauvaise capacité physique. Alors maintenant, on va regarder les bienfaits de l'activité physique. Là, c'est très simple. Au début, on n'a rien compris parce qu'on s'est dit que c'est pas possible que ça prévienne l'Alzheimer, en même temps le cancer du sein, et puis l'ostéoporose, sans oublier la polyarthrite et puis l'infarctus. On n'a aucun médicament qui agit sur tout ça, donc c'est pas vrai, ils nous racontent des histoires. Et ben non, parce qu'en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que dans notre évolution, comme vous voyez, de passer la position quadrupède à bipède, le fameux chasseur-cueilleur qui marchait 10 km par jour au minimum, eh bien il a fallu des millions d'années. Et pour s'adapter, qu'est-ce qu'il a fait, Homo sapiens? Eh bien, il a privilégié deux parties dans son génome, dans son capital génétique. Une partie qui lui permet de stocker les graisses. Pourquoi? Parce que Homo sapiens, il ne mangeait pas tous les jours. Et des fois, il ne mangeait pas pendant longtemps. Donc, il fallait qu'il stocke quand il avait la chance de manger. Et puis, une deuxième partie du capital génétique, c'était quoi? C'est que l'homme est l'animal le plus endurant qui existe. Si vous faites courir tous les animaux et un homme sur 100 km, c'est l'homme qui arrivera devant. En grande partie parce que l'animal a du mal à éliminer la chaleur. Les animaux ne transpirent pas, sauf quelques-uns comme le cheval. Et si vous avez un chien ou un chat, vous remarquerez que quand il court, ou quand il fait chaud, l'été, eh ben, il halète beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il a chaud. Et il élimine la chaleur en ventilant, parce qu'il ne transpire pas. Donc, Homo sapiens, il ne pouvait pas tuer les animaux autrement. Parce qu'attendez, vous mettez une gazelle ou n'importe quoi qui démarre devant Homo sapiens, comment il va la rattraper? Ben, en courant longtemps derrière, jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Ou qu'elle s'arrête trop fatiguée, et là, il lance sa lance. Et c'est comme ça qu'il est tué. Donc il a développé tous les gènes de l'endurance. C'est grâce à lui qu'on est endurant. Aujourd'hui, on se retrouve en bas, assis devant notre ordinateur, le dos bien plié, et on se met une petite boisson sucrée pour se remonter le moral. Moralité, je continue à stocker les graisses parce que j'ai toujours les gènes pour. Et je les stimule. Parce que je continue à manger, donc mes gènes sont stimulés, et bien ils stockent. Même si je n'en ai pas besoin, ils stockent. Et par contre, je ne bouge plus du tout. Et bien donc, tous mes gènes de l'endurance ne fonctionnent plus. Et comment on le voit? Et bien on le voit en faisant une étude très simple. Vous prenez quelqu'un qui est assis sur un vélo, sauf qu'on est très méchant avec lui pour deux raisons. La première, c'est qu'on lui bloque une pédale, donc il peut pédaler qu'avec une seule jambe déjà. C'est pas marrant. Et puis deuxièmement, après, on lui prélève, on fait une petite incision sous anesthésie locale, on prélève un bout de muscle là, on met le bout de muscle sous le microscope et on regarde dedans combien il y a de protéines. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'une protéine, elle n'est pas née du Saint-Esprit. La protéine, c'est un gène qui a été stimulé par un élément extérieur qui lui dit « il faut que tu fasses cette protéine-là ». Et le gène, il dit « allez, maintenant, vous le faites, vous me construisez la protéine ». Il n'y a pas de protéine s'il n'y a pas de gène stimulé avant. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on stocke la graisse parce que je les stimule.
puisque j'apporte l'alimentation, et donc les gènes sont stimulés, me font stocker la graisse. Ils continuent sur leur boulot comme d'habitude. Mais comme je ne bouge plus, et bien qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici la jambe qui n'a pas bougé, avec quelques protéines, et là la jambe qui a bougé. C'est le même sujet. Une jambe qui bouge, une jambe qui ne bouge pas, et là il y a plein de protéines. Ces protéines, elles sont anti-inflammatoires, antioxydantes, elles stimulent le système immunitaire, et elles favorisent l'ouverture des vaisseaux. Donc comme je ne bouge plus, et bien je ne produis plus ces protéines. Et donc, j'ai l'inverse. Ces protéines, c'est des cytokines qui viennent des myocytes. Les myocytes, c'est les cellules musculaires. Ça s'appelle les myokines. Donc, le muscle ne fait pas que brûler des calories, il libère des hormones. Ce qui fait que de toute façon, ce qu'il faut bien qu'on se mette dans la tête, c'est que nous n'avons aucune chance. Nous sommes génétiquement programmés pour bouger. Peut-être que dans des millions d'années ou des centaines de milliers d'années, si on est encore vivant, on pourra ne plus bouger, mais pour y arriver là, c'est comme Homo sapiens, il n'y a eu pas beaucoup d'élus. Parce que là, ça marche par erreur, essai, erreur. Donc, la grande partie de la population va disparaître. Et deuxièmement, et ça, c'est un message qu'il faut que vous délivriez autour de vous, arrêtez de dire aux gens qui bougent, je ne sais pas si vous le dites, là, je m'adresse en général, c'est bien, tu fais du sport, tu bouges. Non, c'est pas bien. C'est dangereux pour vous de ne pas bouger. C'est pas le même message. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui fume pas, c'est bien. Ça, c'est ce qu'on disait avant. Maintenant, on dit bien aux gens, tu fumes, mais tu te rends compte du risque que tu prends. Ben, c'est pareil. Tu es trop assis, tu bouges pas, tu te rends compte du risque, tu sais le risque que tu prends. C'est pas du tout le même message. Il faut qu'on arrête toujours de dire c'est bien que. Non, il faut montrer le danger qu'il y a. Alors voilà le muscle qui libère. Vous voyez, vous avez tous les organes ici, il y a des protéines qui sont là. On les connaît, hein. Et chaque jour, on découvre des nouvelles. Et on baisse l'inflammation, on baisse le stress oxydant, on bouge l'immunité, donc tout va mieux. Alors la dernière partie, ça va être le qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est très simple, j'ai bien aimé les nouvelles recommandations de 2020 de l'Organisation mondiale de la santé qui nous disent il faut bouger tous, chaque jour, partout. Il n'y a pas plus compliqué, pas plus simple. Il est tard. Pas plus simple que ça. Mais ça c'est bien, il nous faut des messages. Donc en fait, en France, qu'est-ce qui est recommandé? De faire au moins 30 minutes d'activité physique chaque jour, qui associe du cardio, c'est marcher d'un bon pas, c'est pas marcher comme ça, mais c'est marcher d'un pas normal, qui fait que je peux être un peu essoufflé, hein, c'est ça l'activité physique modérée, et dès que je vois un escalier, je monte, c'est-à-dire que 2 étages, même pas peur. Si je veux, à partir du 2e étage, j'ai le droit de prendre l'ascenseur. Mais pas avant. Ça, c'est du renforcement musculaire. Donc, vous faites ces 2 choses-là. Maintenant, quand vous avez plus de 65 ans, c'est la même chose, sauf qu'il faut rajouter de l'équilibre. Pourquoi? Parce que quand on a plus de 65 ans, on est chuteur. Sauf que les 2 derniers chiffres qui viennent de sortir montrent qu'aujourd'hui, c'est pas à 65 ans qu'on est chuteur. C'est à 42 ans. À 42 ans, on commence à être plus chuteur. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire chuteur, qu'est-ce qui se passe quand vous chutez, en fin de compte? Ça doit vous arriver de trébucher dans la rue. Eh bien, pourquoi vous tombez? Parce que vous n'avez pas les muscles qui vous permettent de bloquer votre jambe qui s'est tordue, et vous tombez. Et la personne âgée, c'est pour ça qu'elle tombe. C'est parce que d'abord, elle a perdu un petit peu la sensation, la proprioception, comme on appelle, mais surtout, au moment où elle trébuche, elle n'a pas les muscles. C'est pour ça qu'on les fait marcher. C'est pour ça que de faire remarcher les personnes âgées diminue le risque de chute de 30 à 50%. Parce que la personne âgée qui chute, c'est pas compliqué, c'est fracture du col du fémur. Fracture du col du fémur, c'est quoi? C'est 60% de décès. Après, cause du décès, la chute. Donc ça vaut quand même la peine de l'éviter. Mais pour l'éviter, il n'y a qu'une solution, c'est de leur donner des muscles qui maintiennent ces articulations. Eh bien, ça veut simplement dire que la masse musculaire de l'homme avec un grand H a diminué avant 60 ans maintenant. Donc, on va rajouter l'équilibre. Alors, pourquoi chaque jour? J'insiste sur le chaque jour. Eh bien, c'est exactement la même question que m'avait posée un monsieur lors d'un topo que je faisais devant une société, c'était des salariés. Et à la fin, il y a un monsieur qui avait une trentaine, 30-35 ans, qui, je me rappelle très bien, il était au fond et qui me dit docteur, moi je veux bien, mais c'est pas possible, hein, 30 minutes, je peux pas, j'ai pas le temps. Hein. Ça, c'est pas possible avec mon emploi du temps. Alors, ça, je l'entends tous les jours. Hein.
Je ne le rappelle pas que Barack Obama arrive à jouer au basketball entre 3 et 5 fois par semaine, 30 minutes quand même. Je pense que son emploi du temps était au moins aussi chargé que le mien. Mais bon. Donc j'écoute et puis il me dit, donc, puisque je ne peux pas, moi je fais 2 heures le samedi de foot avec mes copains et le dimanche je vais rouler 3 heures à fond. Est-ce que c'est bien? Dans ces cas-là, je dis toujours oui, parce que si je lui dis non et qu'il arrête, on est mal parti. Donc, je lui dis oui, c'est bien. Par contre, je vais vous poser la question que vous m'avez posée d'une autre façon. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Vous allez voir votre dentiste. Je leur dis bonjour, monsieur le dentiste. Ah oui, bah bonjour, tout va bien, oui. Ah non, j'ai une chose à vous dire, monsieur le dentiste. Mon emploi du temps ne me permet pas de me laver les dents tous les jours. Comme j'ai pas le temps tous les jours, ben je me les lave 7 fois le dimanche. Est-ce que c'est bien? Alors il me regarde et je dis oui, parce que l'activité physique que vous faites, là, les myokines dont je vous ai parlé, elles ne marchent que 24 heures à 36 heures. Après, c'est fini. Si vous ne bougez pas plus de 36 heures, vous repartez de zéro. Donc si vous ne faites pas de l'activité physique chaque jour, eh bien, vous allez perdre. En plus, les recommandations, si vous allez voir les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, eux, ils disent 150 minutes à 300 minutes par semaine. Compliqué, hein? J'en suis à combien de temps, là, aujourd'hui? 90 minutes? 120? Je suis... Bon. Je crois que c'est trop compliqué. Donc, c'est comme les dents, on se lave tous les jours, et bien chaque jour, on marche 30 minutes. Ça peut être 3 fois 10 minutes, 6 fois 5 minutes. Hein, c'est fini le temps où vous disiez c'est 30 minutes sans s'arrêter, etc., ou 40 minutes. Non, non. Aujourd'hui, c'est comme on peut. Alors, les enfants. On en est quand même à donner des recommandations pour l'activité physique des enfants de moins de 2 ans. Eh oui. Oui, l'Organisation mondiale de la santé, il y avait le Canada qui l'avait donné, et ça a été repris par l'Organisation mondiale de la santé. Ça vous montre quand même la problématique, quand même. Hein. Le temps d'écran, 0. Activité physique, au moins 3 heures par jour. Résultat, 25% ne regardent pas la télé. C'est-à-dire qu'il y a 75% des enfants de moins de 2 ans qui regardent la télévision. Et en moyenne, 2 heures par jour. Alors ça, c'est les Américains. Mais je vous dis, on les rattrape toujours. Maintenant, 2 à 5 ans, même chose. Au moins 3 heures d'activité physique chaque jour. Toujours pareil, c'est pas du sport. Hein. Ce que ça veut dire simplement, c'est que je laisse mon gamin pendant 3 heures faire ce qu'il a envie de faire. Un enfant, moi, je reprends toujours mes petits-enfants, je ne suis jamais allé dans un parc ou dans une forêt ou dans une campagne, j'ai jamais vu un de mes petits-enfants s'asseoir par terre. Jamais. S'il est assis par terre, c'est qu'on l'a attaché. Hein. C'est comme ça, les tout petits. Bon. Donc, temps d'écran, je vous l'ai dit. Résultat, 25% regardent la télé plus de 3 heures par jour, ou les tablettes, peu importe, et 80% ne font pas 1 heure d'activité physique chaque jour. Ce à quoi j'explique quand même aux parents qui, le matin, quand la maman n'arrive pas à se maquiller, met son gamin devant la télé, ou que le papa n'arrive pas à finir son café, met son gamin devant la télé, c'est que l'enfant de moins de 2 ans ne comprend pas ce qu'il voit à la télévision. Il ne peut pas comprendre parce que les images défilent trop vite. On ne se rend pas compte qu'en fait, il y a une vitesse de défilement des images, et son cortex visuel n'est pas mûr, n'est pas mature pour comprendre. Alors quand je dis ça aux parents, ils me disent « c'est pas possible, docteur, regardez, je vois bien comme il est content. » Je dis « oui, il est content, vous avez raison. » Et vous savez pourquoi il est content? C'est parce que son cortex auditif, lui, il est mature. Et donc, il reconnaît la musique du dessin animé. Et j'ai dit « si vous ne croyez pas, vous allez faire un test. Vous allez mettre le même dessin animé à votre gamin pendant 3 mois. Et vous verrez qu'il est aussi content tous les jours. Parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Par contre, c'est la musique. Il sait que c'est ce dessin animé-là. Et ça lui fait plaisir. Alors, ce qui est vrai, par contre, c'est que les enfants sont captivés par les écrans. Vous avez des gamins qui bougent, vous mettez la télé, c'est fini. Ils s'arrêtent tous et ils regardent. Celui qui a 6 mois, comme celui qui a 12 ans. Pareil. Alors ça, c'est vrai. Donc, il n'y a qu'une solution, on ne va pas les mettre devant. J'en vois pas d'autres. Enfin, de 6 à 17 ans, le temps d'écran, c'est moins de 2 heures par jour. Activité physique, 1 heure par jour. Là, il faut qu'il fasse un tout petit peu plus que modéré. Il faut que de temps en temps, il se dépense un petit peu bien. Pareil, vous n'avez pas à emmener vos enfants au sport chaque jour 1 heure. Mais il faut que lui dire qu'il faut qu'il bouge. Peut-être lui montrer aussi. Hein. Je vous rappelle que 2 heures par jour, ça fait 14 heures par semaine. Je ne suis pas sûr que tous nos collégiens passent 14 heures devant leurs devoirs par semaine. Pas certain. Donc il faut bien leur dire que c'est quand même pas le bagne. Et que si on a limité ce temps, c'est qu'on a vu qu'au-delà de 14 heures, eh bien, on avait des problèmes, en particulier des problèmes de dépression, hein, qui se faisaient de plus en plus importants. Pareil, je n'ai jamais connu d'enfant dépressif
Quand j'étais jeune médecin, ça n'existait pas. À 10 ans, il n'y avait pas d'enfants dépressifs. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Beaucoup. Voilà, les résultats, 66% c'est plus de 3 heures par jour, ce qui ne fait que 21 heures par semaine quand même. Hein. C'est ça. Et les activités physiques, eh bien c'est moins de 5% qui font 1 heure par jour, et les filles en particulier. Sans qu'on ait vraiment d'explication pour les filles. Jusqu'à 10 ans, garçons-filles, c'est pareil, à partir de 10 ans, les garçons font beaucoup plus d'activités physiques que les filles, sans qu'on sache trop pourquoi. Donc ça, je passe, c'est les mêmes chiffres que ceux que je viens de vous donner. J'insiste sur ce point. Alors l'ANSES, qu'est-ce que c'est? L'ANSES, c'est l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Donc c'est celle qui vérifie que les ondes électromagnétiques, voilà, que la 5G, par exemple, n'est pas dangereuse pour notre santé. C'est le rôle de l'ANSES. Comme les antennes de téléphone. Eh bien, ils ont fait la même chose en novembre 2020, où ils se sont intéressés aux enfants de 11 à 17 ans. Et qu'est-ce qui conclut? Que 66% des enfants de 17 ans ne font pas 1 heure chaque jour d'activité physique et dépassent les 2 heures par jour d'écran. C'est-à-dire qu'ils accumulent les deux. Sédentarité, inactif. Et ils concluent, c'est ça qui est inquiétant, parce que ce n'est pas des drôles à l'ANSES, ils ont dit il est extrêmement rare qu'une évaluation des risques montre que les 2 tiers de la population étudiée présente un dépassement des seuils sanitaires, traduisant ainsi une exposition à un niveau de risque élevé pour la santé. Donc ça veut dire que nos enfants prennent un grand risque pour leur santé, en d'autres termes. Et que c'est exceptionnel d'avoir 2 tiers d'une population qui prennent les mêmes risques. Donc ça, c'est ce que je vous disais. En France, que ce soit les filles ou les garçons, voilà le classement, 110e sur 146 pays au niveau activité physique. Vous voyez? Alors l'Italie est derrière nous, hein, donc vous voyez, on n'est pas les plus mauvais. Alors, une autre chose qui est importante, c'est de voir. Ça, c'est un cerveau d'un gamin de 5 ans. Avec l'IRM, on peut faire plein de choses parce que l'IRM n'est pas invasive, on ne voit pas de rayons. Donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'effet secondaire dans l'IRM. Hein, le scanner, c'est quand même un petit peu. Il y a des rayons qui sont utilisés, pas dans l'IRM. Donc on peut regarder la taille d'un cerveau et aussi sa composition. La substance blanche, la substance grise, qui est quelque chose de très plastique. Substance grise qui a un lien avec toutes les fonctions d'apprentissage. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'enfant qui va faire de l'activité physique va avoir une substance grise plus importante que l'enfant qui n'en fait pas. Le point positif, c'est que la flèche verte que je vous mets là, c'est qu'à tout moment, vous pouvez le mettre. C'est-à-dire que l'enfant qui ne bouge pas, s'il décide de bouger, si on arrive à le faire bouger, il va rattraper son retard sur l'enfant qui bouge. Donc, rien n'est jamais perdu. C'est ça que je vous ai dit en introduction. Alors, quel type d'activité physique il faut faire dans l'idéal? C'est des activités physiques exercice neuromusculaire, c'est-à-dire qu'en même temps que je bouge, je réfléchis. Alors ça vous semble compliqué? Il y a un jeu très simple, c'est la marelle. La marelle pour les petits, je suis désolé, vous bougez, vous réfléchissez, vous regardez les chiffres. Mais on a un problème, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que les professeurs d'éducation physique et sportive me diront la même chose, mais il y a 3 ans, un professeur de Saint-Malo me disait, qui partait en retraite, il me dit depuis 4 ans, sur 5 gamins qui rentrent en 6e, j'en ai au moins 3 qui ne sont pas capables de sauter 4 fois sur le même pied. Et ça, ce que je vous montre, ce n'est pas l'activité physique, ça s'appelle de la psychomotricité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a environ 3 gamins sur 5 qui ont des troubles psychomoteurs. C'est même pas la peine de leur demander de sauter à la corde. Ça, c'est même pas la peine. C'est fini aujourd'hui. Le gars qui saute à la corde, c'est un champion olympique pour ses copains. Donc, on voit toutes ces choses-là. Et par contre, les autres sports pour les plus grands, c'est tous les sports collectifs ou tous les sports où vous avez une réflexion en même temps. Quand vous jouez au foot, quand un petit gamin de 12 ans joue au foot, il doit réfléchir. D'abord, il faut que le ballon, il le donne à quelqu'un qui a le maillot de la même couleur que lui, et si possible, qu'il soit démarqué. Donc, il y a de la réflexion, et il bouge en même temps. Et c'est ça qui est le plus efficace. Donc voilà ce que vous devez proposer. Alors vous voyez, vous avez les ballons pour se tenir droit, on n'a pas mal au dos. On va à l'école en marchant, on n'a pas des sacs à dos qui nous cassent le dos non plus. On peut avoir des vélos, alors ça coûte un peu cher, hein, mais c'est une étude qui a lieu à Clermont-Ferrand en ce moment qui montre que ça marche très bien. La marelle chez le gamin, et puis du travail collectif ou de réflexion en même temps. C'est exactement comme pour les personnes âgées. Qu'est-ce qui est bon pour la personne âgée? C'est de marcher, ce que les gens des services de gériatrie
ou des EHPAD appellent la marche souvenir. Qu'est-ce que c'est que la marche souvenir? Ben, c'est la personne qui marche, une personne âgée marche, et à côté d'elle, elle a un aidant qui parle avec elle du passé de la dame. Du genre, et vous m'aviez dit l'autre jour, qu'est-ce que vous faisiez comme métier quand vous aviez 30 ans? Et votre petit-fils, qu'est-ce qu'il fait maintenant? En même temps qu'elle marche, la personne, elle réfléchit. C'est ce qui est le plus efficace pour prévenir la maladie d'Alzheimer ou limiter son évolution. Tout simplement parce que si vous prenez une balle de tennis, que je vous fais une IRM, vous faites ça avec la balle de tennis, je vois dans la zone du cerveau des zones qui s'allument. Ça veut dire qu'il y a des... Ça veut dire que je bouge. Et ce qui est fabuleux, c'est que quand j'arrête de bouger, pendant 1 heure, les zones restent allumées. Et là, on retrouve, parce que simplement, il y a des substances, des myokines qui sont allées jusqu'au cerveau pour stimuler les neurones. Vous faites marcher les personnes âgées pendant 6 mois, la taille de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une partie qui est sous le cerveau, partie du cerveau, qui est très importante pour l'émotion et la mémoire. L'hippocampe augmente de volume. Les personnes âgées arrêtent de marcher 6 mois, l'hippocampe revient au volume du début. Le cerveau est très plastique, on ne le savait pas. Moi, je n'avais pas appris quand j'étais jeune médecin, et maintenant on sait qu'il est très plastique. Alors, il n'y a pas que l'école, il faut que nous aussi on se mette en cause. Là, c'est les enfants qui ne sont pas actifs, les parents qui ne sont pas actifs, là, les parents actifs. Et vous voyez le nombre d'enfants. Sédentaires en violet, en rose, pardon, très nombreux chez les parents peu actifs, moins nombreux chez les parents actifs, qui sont très actifs, très peu nombreux chez les parents peu actifs, très nombreux chez les parents actifs. Alors, c'est pas miraculeux, c'est 38%, mais c'est 3 fois plus. Donc, de toute façon, quand on est parent, il faut se rappeler que de toute façon, nous restons l'exemple. Le bon comme le mauvais. Mais il faut donc savoir le faire. Donc, vous avez ici l'exemple à pied. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un petit qui va à la maternelle, aujourd'hui, entre le moment où il s'est couché la veille et le moment où il va en récréation, il a fait 20 pas. Il se couche, il dort. Il se réveille. Il va s'habiller, éventuellement faire sa toilette, il descend prendre son petit déjeuner ou il le prend, s'il n'y a pas d'étage, il le prend, il va se laver les dents, il s'habille. Et dépêche-toi, on est en retard. Il monte dans la voiture, on le colle dans la voiture, on arrive devant la porte de l'école. Au moment où il arrive, ça sonne. Il s'assied, récréation 10 heures, 20 pas. Il a fait 20 pas. Si j'arrive 5 minutes avant que la sonnerie ne se mette en place, mon gamin va courir 5 minutes, et bien, il va mieux se tenir en classe, il est beaucoup plus calme, il va mieux apprendre. Alors bien sûr, il faut partir 5 minutes plus tôt. Donc je vous dis, c'est être l'exemple, c'est pas toujours drôle, et c'est comme ça. L'escalier, on n'hésite pas à le monter. Là, qui est-ce qui copie qui? Moi, je suis persuadé que c'est parce que la jeune fille et son petit frère se sont mis devant les écrans que les parents ont fait pareil. J'ai aucun doute. Ça, c'est exactement ce que l'on voit régulièrement. Comme l'enfant de 4 ans qui est dans une poussette. Qu'est-ce qu'un enfant de 4 ans fait dans une poussette? Et pour être sûr qu'il ne me casse pas les pieds, on l'attache bien dur, comme ça il est bien calme. Et celui de 7 ans, il est sur le skate qui est derrière. Alors moi, la chose positive, parce que je vous ai dit que j'étais un optimiste, c'est qu'au moins la maman fait de la musculation. C'est déjà ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les parents adorent leurs enfants. Ils ne se rendent pas compte, ils n'ont pas conscience du mal qu'ils font. Un enfant de 6 à 8 ans qui est en surpoids passera, dans 60% des cas, toute sa vie à lutter contre le surpoids. Toute sa vie. Le surpoids à 6 à 8 ans, c'est le moment où il y a un changement de croissance normalement. L'enfant qui est en surpoids à ce moment-là, 60% vont passer toute leur vie à se battre contre le surpoids. Donc non, ce n'est pas un signe de bonne santé d'être en surpoids à 6 ans. Non, c'est faux. D'ailleurs, quand on leur mesure la pression artérielle, quand on leur mesure leur sucre dans le sang, ils ont des taux plus élevés que les enfants qui n'ont pas ce surpoids. Ils ne sont pas diabétiques, ils ne sont pas hypertendus, mais ils ont quand même du sucre trop élevé. Et puis là, bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de revenir là-dessus, puisque c'est moi que ça concerne. Je n'ai pas encore de cas, mais ça ne va pas tarder. Et là, c'est le grand-père qui amène son petit-fils, et là, c'est du gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, parce que le grand-père marche, doit faire des efforts de mémoire pour expliquer au petit-fils, et le petit-fils se rappellera toujours de ce que son grand-père lui a dit. Et il marche aussi par la même occasion. Donc c'est du gagnant-gagnant. Alors je sais que c'est pas facile, ça c'est pour vous détendre. Hein, il fait un temps magnifique, j'aimerais bien que tu ailles jouer dehors, il y va parce qu'il sait que son câble est assez long. Erreur, c'est pas ça qu'il faut lui dire. Il dit, il fait un temps magnifique, viens.
on va aller se balader, on va aller jouer dehors. C'est pas le même message. Hein? Et puis là, tu te bouges, ok, je vais taper un peu plus vite. Donc voilà, ça c'était juste pour détendre. Donc en fin de compte, pour terminer, il faut vraiment prendre conscience qu'on est face à une bombe à retardement. Nous sommes effectivement génétiquement programmés pour bouger. C'est très dangereux de ne pas bouger. Il faut que vous connaissiez le risque de l'inactivité physique et de la sédentarité chez vos enfants. Il faut leur expliquer. Et ça marche. Quand vous voyez qu'en Angleterre, c'est en Écosse, plus exactement, est partie une idée qui s'appelle le Daily Mile. Le Daily Mile, c'est de faire 15 minutes tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, de marche ou de course. Les enfants ne se déshabillent pas, n'enlèvent pas leur manteau, ils le font. Alors, toutes les écoles ne le font pas, hein. C'est parti d'une professeure des écoles. Et cette professeure des écoles que j'ai pu rencontrer maintenant, avec qui je travaille, me dit, mais ce qui est formidable, monsieur Carrel, c'est que les enfants, le samedi et le dimanche, ils demandent à leurs parents de sortir, comme ils sortent le lundi ou vendredi. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne vont pas marcher le samedi et le dimanche. Donc c'est ça prouve que c'est jouable. Regardez à quelle vitesse les enfants ont appris à se laver les mains avec le Covid. Même les tout petits. Moi, ils arrivaient chez moi, ils se lavaient les mains, ils allaient se laver les mains d'eux-mêmes. Donc c'est possible. L'enfant, c'est possible. Si on lui montre, s'il prend des habitudes, il le fera. Donc c'est tout à fait possible. Le capital santé des enfants et des adolescents a dramatiquement baissé en 30 ans. J'ai pas pu me passer ma diapositive, mais c'est pas grave. J'ai dû l'oublier. En gros, c'est que la capacité physique des collégiens de 2011 était inférieure à celle des collégiens de 1971, donc en 40 ans, de 25% en France. Ça veut dire quoi? Tout simplement que mes petits-enfants, s'ils ne bougent pas, eh ben, ils vivront moins vieux que moi. Voilà ce que ça veut dire. Ou peut-être aussi vieux, mais je ne sais pas dans quel état. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut que l'on sache. Après, comme je vous l'ai dit, c'est urgent, mais rien n'est perdu. La réversibilité est possible. Je pense que j'ai terminé, oui. On va voir ça. Et pour finir, parce que je vous oubliais tout à l'heure, voilà, la seule chose que je vous demande, c'est que le message que j'ai fait passer, eh bien, vous le diffusiez à au moins 3 personnes autour de vous. C'est comme ça qu'on va faire passer le message à beaucoup de gens. Hein, parce que je pense que vous êtes beaucoup plus de parents qu'il n'y en a présents ce soir. Donc n'hésitez pas, et surtout arrêtez de dire à votre grand-mère ou votre grand-père, là je parle aux plus jeunes, « Oh papy, mamie, n'en fais pas trop ». Vous lui voulez du mal à papy, mamie, en disant ça. Lui, il en fait, mieux c'est pour sa santé. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonsoir. Donc moi je suis enseignant EPS à l'Assomption, on est quelques-uns présents ce soir. Effectivement, on a été sollicité il y a quelques temps par l'association par les parents d'élèves et on a constaté, et c'était une première, après le Covid, on avait quelques inquiétudes et quelques remarques entre nous, et c'est vrai que ça nous a tendu une perche, j'appelle, à nous, collègues EPS, de se dire, il y a peut-être quelque chose à faire aussi. Alors, on n'a pas voulu se lancer dans une méthodologie très très importante. On a fait quelque chose d'assez simple. Tout d'abord, on a discuté d'un test entre nous, sans se lancer dans une grande campagne. Donc le protocole du test qu'on a fait, c'est un test d'endurance de 30 minutes qu'on s'est donné. Et l'objectif, c'était de le faire pour tous les élèves. On voulait que tous les élèves y passent. Pourquoi 30 minutes? C'était un peu pour nous... dans nos références et l'endurance fondamentale, on s'est dit qu'un élève qui va courir 30 minutes, c'est quelqu'un qui va courir longtemps, on ne va pas dans une question de performance, on ne voulait pas associer ça à la performance tout de suite, et surtout pas à la compétition. Dans un premier temps, on voulait que ce soit quelque chose d'assez simple à mettre en place et qu'on ait des repères par rapport à ça. Et on voulait simplifier les choses en se disant quand est-ce qu'il va s'arrêter pour la première fois dans ce 30 minutes, sans l'empêcher de continuer à faire ces 30 minutes, où il pourra continuer à alterner la course à la marche, mais on va retenir ces premiers temps et on va voir ce que ça donne en termes de statistiques, et on va quand même essayer de voir aussi la distance totale parcourue, parce qu'on a dans notre idée de faire un comparatif sur un deuxième test, pour voir un peu s'il y a des progrès plus tard, au cours de... Donc ça, c'était l'idée initiale. Donc là, cette première diapo, c'était de montrer qu'on avait fait quand même qu'on a eu un nombre de participants important. Bon, alors ils n'ont pas eu trop le choix non plus.
On n'est pas de caractère à se laisser faire, on se dit, vous allez le faire. Bon. C'est fait. 1594 participants, on n'en a pas eu tous, parce que sur le lycée, on a laissé aussi un peu... Nous, on a un programme à passer, il y a notre bac. Le bac, c'est très important, vous savez. Donc, il faut aller. 93% de participants, 7% dispensés. C'est pas tant que ça. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années déjà, il y a 30 ans, où la moyenne des collégiens d'un lycée, c'est 10,5% dispensés. Donc, chez nous, on est plutôt inférieur. En collège, c'est 6%, et en lycée, c'est 15%. Alors, non, toujours on se gratifie. Oui, alors la comparaison, je fais toujours, on va faire toujours une diapo générale et une diapo collège et lycée. Ce qui permet de se situer. Donc, au niveau du collège, on est plutôt dans la norme, avec nos 7% dispensés, 93% de participants. Par rapport au lycée, par contre, on a 6% dispensés, donc on est 15% au-dessous de la norme, enfin du test qui a été fait. Donc, ce qui est plutôt bien pour nos lycéens. Donc ça, c'était plutôt ce qui était de la participation. Au niveau de la performance, alors évidemment, on a voulu faire un 30 minutes aussi parce que ça permettait d'avoir une vitesse. Quand on fait 30 minutes, ça nous permet de dire j'étais à combien de km/h. On convertit vite. On convertit vite que quand on a fait 5315 mètres pour 30 minutes, ça nous fait à peu près du 10 km/h. Et quand on ne fait pas, quand on court sans s'arrêter, on a une performance plus forte que quand on s'arrête. Mais néanmoins, on a dans nos collèges et lycées, voilà, alors on genre, filles, garçons, ça c'est une habitude d'Uxelles, on fait comme ça. On aime bien présenter filles, garçons, rose pour les filles, bleu pour les garçons. C'est comme ça. Donc voilà, c'est pas beaucoup d'intérêt, sauf pour nous plus tard, puisque nous allons faire une étude plus précise par rapport au niveau de classe. En collège, donc on s'aperçoit que c'est à peu près équilibré finalement, que nos collégiens vont aussi vite que nos garçons, et que ceux qui marchent et que ceux qui ne marchent pas. Ça, c'est assez rapide à faire. Ça, c'est plus intéressant, c'est quand est-ce qu'ils se sont arrêtés. Et c'est ce qui nous inquiétait, au préalable. Et c'était la première fois qu'on avait une période antécédente où ils ne font rien. Avec le Covid, ils se sont arrêtés. Même si vous avez été gentil, si vous avez motivé, si vous avez voulu faire, nous on a constaté tout de suite qu'il y avait un problème quand même quelque part. On n'a pas mesuré, et là ça a permis de mesurer. On a quand même plus de la moitié qui s'arrête. Donc ça c'est important de le voir tout de suite. Et là, la donnée suivante est peut-être la plus importante pour nous, puisqu'on s'aperçoit qu'on a une très grosse différence entre le collège et le lycée. Que nos collégiens de cette année, au mois de septembre, il y en avait très peu qui ne s'arrêtaient pas par rapport au lycée. Et ça, c'est bizarre quand même. Parce que jusqu'alors, tout était à peu près pareil, sauf que cette année au collège, là, il y a quelque chose qui se passe. Nos collégiens s'arrêtent très vite. Donc, pourquoi? Après, nous, on n'est pas des extraterrestres, hein. Et comme a dit M. Carré, malheureusement, on voit 3 heures au collège, 2 fois, et 1 fois au lycée, 2 heures. Et c'est pas de la faute de M. Mercier. Donc c'est l'éducation nationale. Donc l'éducation nationale, nous, on fait ce qu'on nous donne de faire. Donc ça nous interroge. On verra après si on peut faire quelque chose là-dessus. Peut-être que M. Carré nous donnera des choses. Et effectivement, la moyenne du premier arrêt est importante, puisqu'on pourra la comparer plus tard. Elle est de 12 minutes chez les filles et de 14 minutes chez les garçons. Pour les collégiens, c'est un peu plus tôt, évidemment. Elle est de 10 minutes chez les filles, le premier arrêt, au bout de 10 minutes ça s'arrête, au bout de 13 minutes pour les garçons, au bout de 15 minutes pour les filles au lycée, 16 minutes pour les garçons. Donc il y a quand même une grosse différence entre les deux. Voilà. Donc il y a la méthodologie, elle s'arrête là. On prend tout ça. Il y a des statistiques, on peut faire tout dire aux statistiques. C'est les plus simples pour nous aujourd'hui à identifier et à présenter. Et l'idée, c'est quand même qu'on puisse comparer. Enfin, l'idée pour nous, enseignants, c'est que l'élève comprenne ce qui se passe. Et la seule chose qu'on est capable de dire, c'est qu'avant la rentrée, ils n'ont pas fait grand-chose. Enfin, pas beaucoup de choses. Avec le Covid, ça s'est interrompu. C'était la première fois.
Et à partir de la rentrée, on va être régulier dans la pratique de l'EPS, du sport, parce que c'est ce qu'on n'a pas interrogé pour l'instant, mais combien de temps ils font à côté de l'EPS, ça on va interroger, et ça permettra de comparer à la fois sur les statistiques qu'on vient de donner, de l'endurance, du premier arrêt et de la performance. C'est cette dimension-là qu'on a voulu, c'est cette test-là, cette méthodologie-là qu'on a voulu mettre en place pour la rentrée. Est-ce qu'on lui fait bien ou mal? M. Carré nous dira, on va peut-être ajuster. Et nous, ça nous permettra, après, on va affiner ça par niveau, et les enseignants pourront dire à leur classe, toujours pareil, de ne pas mettre dans l'esprit de la compétition, parce qu'on sait bien qu'au deuxième test, ils vont vouloir peut-être battre ce qu'ils ont fait la première fois. Ils comprennent le test. Une fois que tu as compris le test, tu ne te fais pas avoir, parce qu'on a quand même des arrêts à 28 et 29 minutes. Hein. Donc bon, voilà, nous on n'a pas motivé. C'est-à-dire que sur le premier test, on ne s'est pas dit à 28 minutes, tu t'arrêtes pas, parce qu'il en reste encore 2. On a vraiment essayé d'être le plus neutre possible. Donc là, au deuxième test, on sait qu'on va gagner sur le premier arrêt, mais on veut le corréler avec le temps de pratique. Voilà ce que nous avons fait faire un petit peu comme trait d'union de ce qui se passe à l'Assomption et de ce que M. Carré veut vous proposer ce soir. Eh bien, avez-vous des questions? Oui. Bonsoir, merci beaucoup. Première question, c'est est-ce que tout est réversible, et notamment pour les jeunes? Et ma question, c'est et pour les moins jeunes, du coup, parce qu'il n'y a pas que les enfants qui n'ont rien fait pendant le confinement. Voilà, moi je suis aujourd'hui en 100% télétravail, donc quand vous dites est-ce que je reste 7 heures par jour assise, la réponse est oui, même des fois plus. Donc, Alors oui, non, je suis très inquiète du coup, et voilà, vous avez bien plombé le moral, donc super, merci. Non, je vous avais prévenu dans mes premières. D'abord, si vous décidez de rompre ces périodes assises et de les diminuer, eh bien, vous allez rattraper une partie du retard que vous avez accumulé. Votre capacité physique va remonter, votre capital santé va se réaméliorer. Je prends l'exemple, toujours pareil, c'est des anecdotes qui marquent d'un monsieur qui devait avoir 85 ans de mémoire et qui sort de ma consultation. En cardiologie, on a tous les bureaux, et au moment où il part, je lui dis, n'oubliez pas, hein, monsieur machin, vous marchez tous les jours au moins 30 minutes. Et puis j'avais un jeune collègue, pas un gamin, un collègue qui devait avoir 35 ans, 40 ans, et qui me dit, mais je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu l'embêtes à lui dire de marcher? Il a au moins 85 ans, ton gars. Je lui dis, oui, t'as raison. Il a 85 ans. Tu veux que je t'explique pourquoi je lui dis de marcher? Il me dit, oui, je ne comprends pas. Et je lui dis, je vais te dire. Parce que le monsieur que tu vois là, en fait, avant, il ne sortait pas de chez lui. Donc, il ne bougeait plus. Et une personne qui ne bouge plus, tu ne le sais pas, tu es bien trop jeune pour le savoir, mais c'est pas compliqué. Sa vie, c'est quoi? Il se met devant la télévision pendant 3 mois. Après, il se lève de sa télévision, il en a marre de la télé. Il va se coucher, et 3 mois après, il est mort. Voilà. Une personne âgée qui ne marche plus, dans les 6 mois, en moyenne, elle décède. Donc je dis, moi, ce monsieur, je ne vois pas pourquoi il allait décéder, alors qu'il suffit qu'il marche chaque jour 10 à 15 minutes, maintenant j'en suis passé à 30, tu vois, j'ai exagéré, j'ai toujours la barre un peu plus haut, parce que je lui améliore sa santé. Oui, mais il me dit, mais et alors? Mais je lui dis, il est retourné voir ses amis, il est retourné acheter son pain, acheter son journal, et maintenant, eh bien, il est bien content parce que sa qualité de vie a changé. Donc, c'est vrai à tout âge. Tout âge, on marche avec 2 cannes, on marche avec un déambulateur, ça m'est complètement égal, on marche. Vous n'êtes pas là. Non, mais je plaisante, c'est pour vous détendre. Par contre, il faut que vous adaptiez le télétravail. On n'a pas appris à télétravailler. Non. Hein, quand je vois que la moyenne des gens travaillent plus quand ils sont chez eux que quand ils n'y étaient pas, il faut arrêter. Moi, j'ai mon agenda, enfin, je me mets à la place du télétravailleur, j'ai mon agenda, je sais à quelle heure je commence. D'abord, je ne travaille pas en pyjama. Non, c'est pas vous, je parle. Je sais des fois comment ça se passe.
etc. Je ne mange pas mon déjeuner devant mon ordinateur pendant que je travaille. J'avais des temps de pause avant, je les prends. Et à ce moment-là, vous ne serez pas plus sédentaire que vous n'étiez avant. Voilà. C'est le temps de pause avant la question. Hein, rien n'est perdu. Ouais. C'est l'avantage de celui qui porte le micro parce que lui, il va bouger ce soir. Ah, moi, je vais parler en tant que parent, parce que je suis parent aussi. La première intervention de M. Carré m'a fait un peu changer sur le mode du travail. La première chose que j'ai fait, j'ai acheté un bureau qui se lève. C'est-à-dire que je travaille debout. Parce que c'est ce que vous aviez évoqué à l'époque. On reste toujours assis. Et finalement, j'ai acheté un bureau qui se lève. Et ça me permet, quand je sais que je vais aller à la photocopieuse pour les 5 minutes, je me mets debout. Comme ça, c'est réglé. Et effectivement, ce que je fais aussi, depuis cette intervention, quand je vais à Paris, je prends plus le bus. Je marche. Et donc c'est vrai que c'est toutes ces actions-là, pour l'adulte que je suis, c'est plus simple. Quoi. Et c'est vrai que pour le travail, ça nous rend très sédentaires. Moi qui suis prof de PS, c'est bien pire, je passe plus de temps derrière un ordinateur qu'à devant des élèves. Alors, non, c'est un faux. Donc, oui, donc ça c'est très important. Le temps de pause, Monsieur Carré, c'est très bien qu'on se fait toujours avoir avec le temps de pause. Non, mais c'est vrai, c'est voilà, les exemples qui sont très pratiques. Moi, je suis un exemple en rien. Je prends soin de ma santé, c'est tout. Je me gare à 10 minutes de l'hôpital. Donc déjà, j'en fais 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Quand il pleut, je ne dis pas que je suis content, mais bon, c'est comme ça. Et le midi, après, quand j'ai fini de déjeuner, et ben avec les collègues, on va marcher. J'ai mis les coworking, les réunions en coworking, on part à plusieurs, on va marcher, et on parle, on réfléchit en marchant. Vous savez, on n'a rien inventé, il y a des philosophes grecs qui le faisaient, hein. Je ne sais plus si c'est Aristote ou je crois que c'est Aristote ou Platon, mais je crois que c'est Aristote, qui apprenait en marchant. Donc ça veut dire qu'on n'a rien inventé. De toute façon, Hippocrate l'a toujours dit, hein. Hippocrate, la bonne médecine, c'est celle qui donne le bon nombre de pas à chaque personne. C'est Hippocrate qui disait ça. Vous voyez, on croit qu'on a toujours inventé la poudre, en réalité pas du tout. Donc, c'est ça. Et je vous montre là juste la différence. J'ai mon plus grand petit-fils, toujours lui, qui joue au tennis, il est fou de tennis. Il passe sa vie à jouer au tennis. Et il n'est pas à l'Assomption, il est à Saint-Martin. Et quand il... Je vous rappelle que c'est mon petit-fils, c'est pas moi qui l'y ai mis. Hein. Et donc, quand il vient de temps en temps, que ses horaires correspondent aux miens, il vient à l'hôpital et je le ramène parce qu'il habite pas loin de chez moi. Et chaque fois, il me dit « Mais t'es encore garé là-bas. Mais tu me saoules avec ta marche à pied, ta fille. » Voilà. Et je lui dis « Mais ça m'est égal que je te saoule, je prends soin de ta santé. » Bien sûr que c'est... Parce qu'on a perdu cette habitude, mais si on ne la maintient pas, eh ben, il ne faut pas se plaindre d'avoir une santé qui est défaillante. Voilà. Oui ? Alors, pratiquer l'exercice physique après le cancer du sein donc, permet de diminuer la récidive. Question numéro 1, est-ce que ça marche qu'avec le cancer du sein ou tous les cancers? Non, c'est tous. Enfin, tous ceux qu'on connaît. Alors, ce que j'ai dit, c'était que c'est vrai dans tous, mais les pourcentages ne sont pas les mêmes. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous pouvez, de façon synthétique, expliquer pourquoi, en fait, ce qui se passe d'un point de vue physiologique avec le sport et, Alors, un cancer, c'est une cellule anormale qui se développe anormalement. Il faut savoir que nous tous, chaque jour, j'exagère, on ne sait pas si c'est chaque jour, mais très régulièrement, nous avons un cancer qui essaye de se développer. Notre organisme le bloque. Le bloque grâce à quoi? Grâce aux cellules immunitaires. Les cellules immunitaires, l'immunité, ça ne nous défend pas que des infections, ça nous défend de tous les stress. Même dans la dépression, le burn-out, ce sont des gens qui ont un système immunitaire complètement à plat. Donc, mes cellules immunitaires vont attaquer. Quand vous augmentez l'inflammation et le stress oxydant, donc quand vous ne bougez pas assez, vous modifiez une partie de vos cellules immunitaires, qui sont des macrophages, qui au départ sont prêtes à détruire les cellules anormales, et là elles sont transformées, elles ne sont plus capables de le faire. Donc votre cellule anormale va se développer parce qu'il y a le terrain pour le faire. Donc ça c'est l'activité physique avant. Alors on va dire oui, mais pourquoi il y a quand même des gens qui bougent? Moi j'ai un ami, je me souviens très bien, il avait 30 ans, il est décédé d'un cancer du poumon, il n'a jamais fumé, il faisait du triathlon avec moi, et on n'a jamais compris. Mais ça c'est l'exception.
C'était qu'il avait peut-être un terrain prédisposé et que ce jour-là, eh bien, quand le cancer a commencé à se développer, il s'est développé. Mais moi, je raisonne dans une population globale, une grande population. Hein. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pendant que je fais l'activité physique, pendant mon cancer, je prends mon traitement, j'ai deux rôles. D'abord, les myokines que je libère diminuent la sensation de douleur et de fatigue. C'est une fatigue autre qui est donnée. Et en particulier, ça met en route tous les systèmes de bonheur, dopamine, sérotonine. Deuxièmement, ça augmente ma masse musculaire. Et quand j'augmente ma masse musculaire, je peux augmenter la dose de chimiothérapie. C'est-à-dire que les patients qui font l'activité physique supportent des doses de chimiothérapie et de radiothérapie plus élevées que ceux qui n'en font pas. Tout simplement parce que le tissu graisseux, il n'est absolument pas touché par la chimiothérapie. Donc, comme je n'ai pas beaucoup de muscles, eh ben, le patient ne supporte pas bien la dose. Ça, c'est les deux choses qui sont possibles. Plus, l'activité physique marche un peu moins bien au niveau mortalité pendant le traitement pour le cancer quand ce ne sont pas des cancers hormonodépendants. Parce qu'il y a deux types de cancers du sein, hormonodépendants et pas hormonodépendants. Sur les cancers hormonodépendants, les cellules cancéreuses vont se fixer sur des récepteurs qui vont favoriser le développement, alors que l'activité physique libère des myokines qui bloquent ces récepteurs, qui se mettent à la place des autres cellules. Donc c'est comme ça que c'est les trois facteurs qui jouent. C'est pour ça que ça marche un peu moins bien dans les cancers hormonodépendants. Ça marche quand même, mais nettement moins bien. Et enfin, après vous entretenez votre terrain qui diminue le risque de récidive. Donc s'il y a une récidive, comme vous n'avez pas d'inflammation, pas de stress oxydant, il y a moins de risque qu'elle se développe. Pour que vous compreniez bien où on en est aujourd'hui, j'étais à Saint-Étienne ça doit faire un mois maintenant, et le matin il y avait une réunion à Lyon, j'avais un topo à faire, et il y a une jeune femme qui vient me voir, qui était une ancienne enseignante en activité physique adaptée de Rennes. Et elle me dit, je me présente, que j'avais eu en cours et tout, et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là maintenant? Elle m'a dit, je fais une thèse sur l'activité physique et cancer. Je lui dis, c'est très bien, et qu'est-ce que vous faites? Alors, bien sûr, ce n'est pas elle qui a décidé la thèse, c'est des cancérologues du centre Léon Bérard, qui est le centre Jeanne Marquis de Rennes. C'est gros centre. Vous savez ce qu'ils font actuellement, ce qu'ils sont en train d'essayer? Ils font passer la chimiothérapie à leurs patients pendant qu'ils pédalent. Ils pédalent sur le vélo, en étant un peu essoufflés, et ils ont la perfusion de chimiothérapie. Pourquoi? Parce que quand on pédale, quand on bouge, on ouvre nos vaisseaux. Et l'idée, c'est que si j'ouvre mes vaisseaux, je vais envoyer plus de chimiothérapie dans les cellules, dans la tumeur, parce que les tumeurs sont hyper vascularisées. Il y a énormément de vaisseaux dans les tumeurs. Et donc, en envoyant plus de chimiothérapie, je vais être un peu plus bénéfique. Peut-être que c'est faux, on n'en sait rien. Il faut attendre le résultat d'études. Mais c'est quand même impressionnant de voir l'évolution des cancérologues qui sont passés de aucune activité physique il y a 10 ans, aujourd'hui, à faire l'activité physique en même temps qu'on fait la chimiothérapie. Donc, c'est pour vous dire que ça marche. Ça ne simplifiera pas tout, bien sûr. On n'a jamais dit, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est quand même efficace. D'autres questions? Ces conférences, est-ce qu'elles pourraient être faites devant les enfants, les lycéens, les collégiens, parce qu'ils vont nous répondre je fais du sport extérieur, mais ils passent quand même du temps sur leurs écrans, et quand ça vient de s'expliquer comme vous faites, ça passe un peu quand c'est expliqué par les parents, parce que l'activité physique, le sport, c'est pas la même chose. Enfin, ils comprennent que c'est Oui, pas alors la même chose. on a eu la chance, moi j'ai eu la chance, bon, j'ai parlé déjà dans des lycéens, mais j'ai eu la chance de le faire à Montargis, il y a un, comment ça s'appelle, un médecin, le docteur Delandre, qui se bat lui aussi beaucoup pour l'activité physique, et donc il m'a demandé de venir, mais je n'étais pas tout seul, il y a Stéphane Diagana aussi, qui est très engagé dans le sport santé, qui était là avec moi, et puis il y avait comment ça s'appelle, le responsable du Daily Mile en France, parce que le Daily Mile existe en France, il y a 336 écoles, je crois, qui le font en France. Et donc Thomas Manfredini qui était là, et donc on a fait chacun des topos. Donc moi j'ai fait un topo comme ça, Stéphane, je ne sais plus quoi il leur a parlé, et a posteriori on a été agréablement surpris parce que le proviseur de l'école du lycée, et il y avait lycée et collège, nous a dit qu'en fin de compte, contrairement à ce qu'on pensait, les gamins avaient été impressionnés quand même, ils avaient été effectivement. Donc vous avez raison, c'est moins difficile que le tabac. J'ai parlé beaucoup devant le tabac, j'ai jeté l'éponge pour le tabac parce que vraiment j'avais aucun
une accroche. Enfin, tout au moins les messages que je donnais, parce que c'est les messages qu'on donne. Si on n'arrive pas à convaincre les gens, c'est qu'on n'est pas bon, hein, c'est tout. Hein. Donc moi, j'en ai eu un peu marre. Et donc là, par contre, je vais essayer de développer devant les gamins. Par contre, les petits, je suis sûr que ça marche. Les petits, il faut prendre un tout autre message. Mais ce qui serait bien, c'est que la première heure d'éducation physique, dès qu'on en fait, dans toutes les classes, soit consacrée à comment marche mon corps. Donc on fait ça avec le professeur de SVT ou la professeure des écoles le fait les deux. Parce que le tout petit, il faut lui expliquer que c'est normal qu'il respire plus fort, etc. Et lui dire ça. Mais ce que tu ne te rends pas compte, c'est que quand tu respires plus fort, ton corps il libère des tas de substances qui sont super bonnes pour ta santé, c'est ça qui donne, etc. C'est ça qu'il faut leur expliquer. Deuxièmement, à la fin du cours, faire les gestes qui sauvent, c'est-à-dire le massage cardiaque. Si c'était fait 1 heure, seulement 1 heure chaque année, je l'ai proposé, au premier j'ai proposé à un député dont je tairai le nom, qui m'a répondu, Monsieur Carré, on cherche déjà à leur apprendre à lire et à compter. Je lui ai dit, ben, c'est pas de chance, parce que s'ils bougeaient en même temps, ils apprendraient plus vite. Et ça, il a été surpris. Non, c'est pour vous dire où on en est. Si vous voulez, je prends un exemple. Hein. Les gens qui me connaissent mon franc-parler, la langue de bois, c'est pas moi. Et quand j'entends M. Blanquer avec Tony Estanguet, il se trouve que je connais Tony Estanguet parce que j'étais médecin d'équipe de France de canoë-kayak, donc je l'ai connu à cette époque-là. Et M. Blanquer qui me dit 30 minutes d'activité physique pour le primaire. Je me dis, c'est formidable, ils ont tout compris. Et là, la phrase qui m'a fait rentrer en dépression, pour les écoles volontaires. Qu'est-ce que c'est que ce pays qui dit, alors je l'ai dit à Madame Maracine qui était là devant, pas sur là une autre fois, et je lui ai dit, mais Madame la ministre, à quand la division pour les écoles volontaires? Je dis, vous vous rendez compte, vous, ministre des Sports, comment vous traitez l'activité physique pour les écoles volontaires comme si... Et je dis, franchement, là, je dis, j'en reviens pas. Je reviens pas quand on voyait les chiffres. On vous annonce 66% des gamins, ils prennent des risques et vous me parlez de quelque chose. Alors, ça devait être obligatoire à la rentrée. Manifestement, ça n'est pas parce que j'entends ce qui revient. Et donc, c'est fou, c'est incroyable. Je ne comprends pas. Je dis sincèrement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Alors que quand vous parlez aux sociologues, les sociologues des gamins nous disent le bien-être, ça marche un peu. Les maladies, un gamin, c'est normal, à 12 ans ou à 15 ans, vous dites à un gamin qui va être malade, à 30 ans, à 40 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Rien, pour lui, rien. Et je le comprends. Moi, je me rappelle quand j'étais à 16 ans, je n'ai pas futé non plus, et je me rappelais absolument, je ne pensais pas. Ils disent la seule chose qui marche, c'est la planification. Donc voilà, tous les lundis de 9h à 10h, c'est activité physique ou sport, tous les mercredis, et on le met dans le programme. Et là, ça marche très bien. Là, ils en font de l'activité physique et d'éducation physique. Et quand vous voyez qu'il y a très peu d'écoles primaires qui respectent les 3 heures d'éducation physique par semaine, parce qu'il y en a très peu en réalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vois même pas pourquoi on les met. Mais je suis mort de rire quand j'entends dire « Mais on est le pays européen qui avons le plus d'heures d'éducation physique. » Attendez. Les autres, la plupart, ils s'arrêtent à 14h ou à 15h. Alors, je ne dis pas qu'ils vont faire de l'éducation physique tous les gamins, mais ils en font plus. C'est écrit dans les livres, mais ce n'est pas vrai. En plus, le professeur d'éducation physique, vous me corrigez, mais en effectif, il y a combien de temps? Sur 2 heures? 2 heures. Bah, ça dépend des installations, mais en moyenne, 1h20. Voilà, donc on est plus près d'1 heure par semaine. Entre 1h30, je vais être positif. Les temps de change et les temps de déplacement aux installations, alors qu'ils peuvent être de l'activité physique, si c'est à pied. Oui, c'est ça. Les lycéens qui se déplacent seuls, je pense qu'ils se déplacent plus souvent en bus qu'à pied. Donc voilà, donc il n'y a pas de réelle volonté. Moi je le dis, j'ai pas peur de le dire, il n'y a pas de réelle volonté. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Oui. Alors justement, ça rejoint un peu ce que vous dites. Ce qui est surprenant dans votre présentation, c'est quand vous parlez des chiffres, notamment de la sécurité sociale. Parce que bon, manifestement, parler de santé, de bien-être, etc., ça n'intéresse personne, et en tout cas pas nos dirigeants. Mais l'argent, normalement, doit être un sujet qui les intéresse. Et on va être amené à voter d'ici quelques mois, et vous voyez que ça ne figure dans aucun programme, que c'est pas pris en compte. Enfin, comment vous essayez de faire à votre niveau? Est-ce que vous fédérez avec d'autres médecins? Est-ce que vous êtes un réseau de cardiologues en France qui alerte sur ce problème de santé publique et au-delà de la santé publique, de finances publiques? Enfin,
Et qu'est-ce que nous, en tant que citoyens et potentiellement électeurs futurs ou présents, pouvons inférer là-dessus? C'est Alors, bien ce que vous racontez. Alors je ne sais pas du tout si ça marchera, je ne vous cache pas que je suis en train d'essayer de faire passer le message qu'il faudrait que l'activité physique ou la sédentarité et l'inactivité physique apparaissent dans le débat présidentiel. Donc bon, il y a des pistes, hein. Pour l'instant il n'y a rien du tout de fait, mais il y a des pistes qui commencent à être activées, et là comme ça on pourrait voir, ça pourrait... Parce que par exemple, qui est-ce qui m'a dit ça? C'est une responsable, il doit y avoir une fédération des familles ou quelque chose qui existe comme ça. Et donc en 2017, ils avaient fait passer tous les candidats avec des questions. Un grand oral, si vous voulez. Et donc, une des personnes qui était une des responsables a dit, bon, on va rajouter cette question devant les candidats. Alors, c'est pas devant la télévision, hein, mais c'est quand même la question. Donc, peut-être que ça peut marcher. La sécurité sociale, alors, ils ont changé. Moi, je me suis vraiment bagarré, mais verbalement, hein, de façon très forte, dans certaines enceintes face au président de la CPAM, qui disait, mais M. Carré, vous ne vous rendez pas compte ce que ça va coûter, M. Carré, vous ne vous rendez pas compte. Et j'ai dit, mais attendez, vous ne faites que me parler de ce que ça va coûter. Pourquoi vous ne parlez pas de ce que ça va économiser? J'ai dit, c'est ça le problème. Quel médicament économise quelque chose? Donnez-moi le nom d'un médicament qui économise quelque chose. Moi, je vous propose quelque chose qui va vous faire vous dépenser un peu d'argent au début pour faire bouger les gens, et après, vous allez économiser. Et ça, vous n'en parlez jamais. Vous me parlez toujours du coût-bénéfice. Quel médicament vous avez étudié le coût-bénéfice? Est-ce que franchement, vous avez étudié le coût-bénéfice des médicaments anticancéreux à 3 000 € l'injection pour une prolongation de 3 mois? Alors là, il répond rien. Je lui dis, c'est bizarre. Contre l'activité physique, vous êtes toujours à me parler du coût-bénéfice, toujours, mais il n'y a que ça. Et là, ça va changer parce qu'il y a 2 études sur le coût-bénéfice de l'activité physique, qui sont, peu importe, ça s'appelle l'article 51, c'est des études innovantes, qui sont financées par la sécurité sociale et qui parlent, on va comparer 2 groupes, un groupe qui fait l'activité physique après des maladies cardiaques et l'autre qui n'en fait pas. Mais moi, le résultat, j'en suis sûr, c'est gagné. On n'a fait pas nous, hein, c'est l'équipe justement de Stéphane Diagana avec les médecins qui travaillaient avec lui, qui avait fait ça sur 56 patients, qui avait montré que c'était efficace, et là il va y avoir 1200 patients, hein, dont Rennes participe parce que c'est multicentrique. Donc voilà. Mais en fait, la vraie réponse, je peux vous la dire, parce que c'est comme ça m'a fait tomber mon piédestal de ce que je pensais des politiciens. J'aurais dit plusieurs fois, ils m'ont dit, mais monsieur Carré, c'est formidable ce que vous me dites, mais vous êtes en train de me dire, il faut que j'investisse 100 € pour que ça rapporte 300 € dans 20 ans. Mais dans 20 ans, je ne serai plus là, monsieur Carré. Et je lui dis, je vous promets que c'est ce que je lui ai répondu, je lui ai dit, eh bien j'ai compris, je croyais que la politique c'était penser aux autres, non, c'est penser à vous. Maintenant, je comprends mieux. On n'est pas dans un pays de prévention. La prévention, jamais. On n'y pense jamais. Ou alors, si, pour le principe de précaution. Ça, on y pense. C'est-à-dire qu'on a enlevé tous les toboggans des cours d'école, parce que quand le gamin tombait, c'était le maire qui se retrouvait avec une plainte déposée contre lui. Voilà. Mais non, on n'est pas dans un pays de prévention. J'ai rien appris, hein, je le dis, j'ai fait 10 ans d'études de médecine, je savais tout en nutrition, je savais 5 fruits, 5 légumes au bout de 10 ans d'études. Hein? Et l'activité physique, je savais 0. 0. Aujourd'hui, la prévention ne fait pas partie de ce qu'on enseigne aux médecins. Oui? C'est quasiment ma question. Je suis professeur de philosophie, pas dans cette institution. Il y a 2 ou 3 constats par rapport à ce que vous avez fait, puisque M. Guérin disait tout à l'heure aussi, c'est que le confinement a généré des comportements assez particuliers à la reprise de septembre 2020. Et que les petits sixièmes qu'on avait couraient dans tous les sens dans la cour. C'était assez surprenant. Peut-être qu'ils avaient perdu l'habitude, effectivement. Mais ils avaient besoin surtout, je crois. Oui, au besoin. Ensuite, le protocole a été un petit peu complexe à gérer, puisque une classe, une salle, donc ils restaient dans leur salle de classe toute une matinée, tout un après-midi. Et là, je ne sais pas comment faisaient nos collègues pour pouvoir tenir avec des classes bouillantes. Ensuite, et là c'est surtout un constat, c'est qu'on reçoit aussi des élèves en 6e, nous, qui, au niveau motricité, c'est une catastrophe. Faire monter sur une poutre, simplement se déplacer sur une barre, c'est pour eux très difficile.
Ça n'est pas simplement pour sauter d'un pied sur l'autre. Alors, je ne mets pas en cause nos collègues du primaire, mais quand je pose la question parfois à nos petits sixièmes, qu'est-ce que tu as fait l'an dernier? Et ben, on faisait de temps en temps, parce que des fois, quand quelqu'un avait fait le bazar dans la classe, le cours de PS était supprimé. C'est le variable d'ajustement, l'activité physique, hein, je vous rappelle, c'est ça. Quand il pleuvait, on va pas sortir, donc c'était un petit peu ça. Et puis, là, le constat aussi, c'est qu'on a pas mal de demandes de distance médicale, que ce soit des parents, mais aussi de vos collègues. C'est sûr. Justifié ou pas justifié, j'en sais rien. Mais là, ça rejoint aussi ce que vous disiez, c'est que ça n'est pas au cœur de la formation des étudiants, ce problème de santé physique, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au quotidien, pour inciter nos parents à voilà. Et puis même, je vois, on a pas mal de soucis de Buchstatter et compagnie, avec des arrêts de 6 mois. Mais ça c'est normal. Une maladie d'Osgood-Schlatter, comme la maladie de Sever, c'est des ostéochondries de croissance. Alors, il y en a plus parce que moins on bouge. Enfin, normalement, c'est les enfants qui bougent beaucoup, mais l'enfant qui ne bouge pas, si vous le faites bouger brutalement quand il y a une période de croissance, il risque d'attraper ça. Et ça peut effectivement, tant que c'est douloureux, durer 3 à 6 mois. Et la seule façon que l'enfant ne souffre pas, c'est qu'il arrête le sport. Ça, c'est sûr. Mais il y en a sûrement plus, et je suis d'accord avec vous. Si vous voulez avoir des informations sur l'activité physique et la sédentarité, en particulier chez les enfants, il faut aller sur l'ONAPS, O-N-A-P-S. C'est l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. C'est Martine Duclos qui est la présidente du comité scientifique. Moi, je suis dans le comité scientifique, c'est Martine qui est la présidente. Et dedans, ils ont, dans le dernier papier, ils colligent toutes les études et puis ils font un bon résumé. C'est remarquable le travail qu'ils font. Et dedans, il y a les dispenses. Et les dispenses ont augmenté. Enfin, alors que... Excusez-moi. Moi, je suis quand même toujours surprise de voir certains de vos collègues qui vont nous faire des dispenses, et on l'a tous vécu ici, prof de PS. Cet élève-là ne peut pas courir, ne peut pas sauter, mais il peut faire du basket. Mais on peut vous en montrer un, on en a plein dans le bureau de PS. On en fait des collections de ça. Ben oui, mais ça fait partie de, si vous voulez, c'est comme, je vous ai parlé des médicaments, des antidépresseurs, et je le dis parce que je n'ai pas été mieux qu'eux, hein, mais moi j'ai toujours mis l'activité physique dans mes thérapeutiques associées. Eh bien, 100 patients, 100 personnes françaises vont voir un médecin en France, 88 sortent avec un médicament. 100 personnes danoises vont voir un médecin, 44 sortent avec un médicament. Je vous dis que ce n'est pas dans notre esprit la prévention. Aujourd'hui, ça ne viendra pas à l'idée d'un médecin devant une dépression minime à modérée de ne pas donner d'antidépresseur. Alors que c'est ce qui est recommandé. Mais c'est de notre faute. Quand je dis de notre faute, c'est de mon côté enseignant, puisque j'enseigne en faculté de médecine. On ne leur apprend pas ça. Ça ne leur est pas appris. C'est tout. Donc il faut qu'on change. Mais vous savez bien, changer quelque chose, en plus, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. En médecine, c'est comme dans les autres programmes. Les étudiants en médecine actuelle apprennent tout ce que j'ai appris, plus tout ce qui a évolué depuis que je suis médecin. Ils réapprennent encore les mêmes parasites, le ver solitaire, tout ça, ça fait partie de leur... Alors que, je ne vais pas dire, mais en France, c'est quand même pas le problème principal, quoi. Donc, non mais, et ça m'ennuie, parce que quand j'en parle, mes collègues le prennent mal en disant « Oui, tu veux supprimer notre discipline », mais je leur dis pas du tout. Je leur dis, je suis le premier à dire qu'on n'a pas besoin d'apprendre à un médecin comment marche un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur. Il y a 80% des étudiants en médecine qui vont être médecins généralistes. Ils n'ont pas besoin de savoir comment ça marche. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est qu'ils m'envoient bien les personnes qu'on a besoin. Peu importe comment marche la machine qu'on va leur mettre. Mais nous, comme on est cardiologues, ça fait savant, on va pas raconter tout ça. Je dis, c'est ridicule. Ils ne peuvent pas. Il y a des années où les étudiants en médecine commencent donc, le matin ils sont en stage à l'hôpital et l'après-midi ils sont en cours. Ils doivent commencer à prendre leur poste en stage vers 8h30 et moi je leur faisais cours de 18 à 20h. De 8h30 à 20h, c'est pas raisonnable. Hein? Ben oui, c'est toujours ça et c'est pas raisonnable. Il faut qu'on diminue ce programme. Il y a des tas de choses qu'ils apprennent, d'ailleurs on s'en rend compte. Quand ils arrivent après qu'on a l'examen final, ils ne peuvent pas tout savoir, c'est impossible. Et surtout que ce n'est pas leur job.
Le médecin qui a fini ses études de médecine, s'il veut faire de la cardiologie, il va avoir 4 ans, 5 ans pour se spécialiser en cardiologie. Il sera bien temps. Parce qu'à l'inverse, le cardiologue, il va plus savoir examiner les réflexes. Donc c'est ça. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que on ne se met jamais à la place des étudiants et tout. Et je vous dis, c'est des heures, des heures et des heures. Je suis désolé, quand vous voyez le programme des Américains, il ne reste pas des heures, des heures et des heures. Et je ne crois pas qu'on soit meilleur que les Américains. C'est tout. Mais on a beaucoup de mal avec ça. En fait, en France, je finirai là-dessus, en ce qui concerne cette question, vous avez le cerveau qui est là et le corps qui est là pour l'éducation nationale. Ça, c'est Descartes. Et Dieu sait que je suis cartésien, mais alors là, pas du tout. Parce que moi, en médecine, j'ai bien appris que le cerveau faisait partie du corps. Et j'ai l'impression que les gens qui font les programmes n'ont toujours pas compris que, en fait, le cerveau communique avec les muscles avec le cerveau, le microbiote intestinal avec le cerveau, le microbiote intestinal avec les muscles avec le pancréas. Tout ça, ça communique. Et ça communique par quoi? Par les protéines, les cytokines dont je vous ai parlé. Et donc, tout va bien ensemble. Mais si vous enlevez une partie, ça se passe mal. Et ça, ce message-là, j'arrive pas à convaincre. On peut avoir un vœu, c'est que chaque parent ici présent, en effet, en parle à 5 autres parents autour de lui et disent ah non, c'est plus la peine de faire des dispenses à ton fils. Parce que. Non, mais c'est dangereux pour sa santé, non mais je rigole pas. Réalité, Un gamin qui a un plâtre peut aller en EPS, il va aider le professeur d'éducation physique, il va regarder comment on fait, il peut peut-être surveiller comment si les copains font bien, et en plus il ne se sentira pas exclu. Et puis on a quand même nous la capacité aussi d'adapter. Bien sûr. Un enfant, quand vous parlez de la maladie de Sever, enfin moi je suis en lycée, je fais du renforcement. On peut travailler avec les bras. Hein. Il peut quand même se muscler les bras. Bien sûr. Et bien il y a des parents qui disent non. Oui. Non mais je vous dis, c'est pour ça. Mais on en est à toujours, n'en fais pas trop. Donc merci de faire relire pour vos parents. De la part de plaît. Peut-être M. Caïri, vous voulez conclure? S'il n'y a plus de questions, effectivement, on va arrêter pour ce soir. C'est moi qui vous ai plus ce soir. Au moins j'aurais convaincu une personne ce soir. Hein. Vous parliez de la sédentarité de la position assise. Comment est considéré le piétinement, notamment des professionnels de santé à l'hôpital, en termes d'activité physique? Ça compte pas pour la santé. Je me suis amusé une fois, il y a longtemps, j'ai mes infirmières d'épreuve d'effort qui me disaient « Oh là là, tu me fais rigoler avec les 10 000 pas, on les fait facile ». Je leur ai prêté un podomètre, elles étaient 6, et en fin de compte, elles faisaient en moyenne 3500 pas par jour, et les 3500 pas étaient à l'hôpital. Sorties de l'hôpital, il n'y avait pratiquement plus d'activité. Et les pas qu'elles font ne servent à rien. Parce que ce n'est pas marcher d'une activité physique modérée, elles ne sont pas essoufflées. Et en plus, c'est pas la même ambiance que quand vous faites une activité physique choisie comme vous voulez. Par exemple, le manutentionnaire qui me dit j'arrête pas, je lui dis oui, mais ça fait rien de bien pour votre santé. Parce que vous avez un rythme à suivre qui n'est pas le vôtre. Il faut que vous transbalutiez 50 cartons en tant de temps, donc vous avez une contrainte. Bon, ça stimule des hormones qui sont les hormones de stress qui ne sont pas bonnes pour la santé. Alors que quand je vais courir, quand je vais marcher, quand je vais nager, quand je joue au foot, au tennis, là je libère des hormones qui ne sont pas des hormones de stress et qui sont bonnes pour ma santé. Donc ça c'est beaucoup plus difficile à comprendre parce que le déménageur à qui je dis il faudrait que vous marchiez 5-30 minutes par jour, il me regarde, il n'est pas content quand je dis ça. Et pourtant pour sa santé c'est vrai. Merci beaucoup. Merci professeur Perrier. Merci aussi aux enseignants de PS. Et bonne soirée à tous.